Bonsoir à tous et bienvenue. Ce soir, nous avons une série d'histoires venant des profondeurs de la forêt qui, j'en suis sûr, vous donneront des frissons. Mais avant de commencer, j'ai une petite annonce à faire. La semaine dernière, j'ai annoncé que je publiais sur la plateforme Ko-fi, où nous avons des questions intéressantes sous forme d'interviews avec ma femme. Je réponds simplement à des questions. Et cette semaine, j'ai décidé d'offrir à tout le monde l'épisode de cette semaine gratuitement. Donc si vous voulez aller sur la plateforme Ko-fi pour en savoir un peu plus sur Mortis Media, c'est une interview entre ma femme et moi. Elle me pose des questions, j'y réponds. C'est amusant. Je l'ai réécouté et je pense que ça va vous plaire. Le lien est dans la description. Vous devrez probablement cliquer sur C'est un café. Très bien les gars, mais pour l'instant il est temps de se mettre à l'aise. Et de laisser l'obscurité dominer. Donc aussi sceptique que je sois à propos de tout ce qui est paranormal, en me disant que ce n'est pas parce que la science ne peut pas encore l'expliquer que ce n'est pas terrifiant, certains souvenirs de mon enfance commencent vraiment à me déranger. C'était il y a environ 20 ans. J'ai grandi à côté d'une forêt très inquiétante de près de 160 hectares au cœur du Tennessee, aux États-Unis. Apparemment, cette forêt appartenait autrefois à une famille d'esclaves affranchis il y a très longtemps, et elle est toujours la propriété de cette famille et reste non aménagée, à l'exception de quelques vieilles structures délabrées et en décomposition éparpillées ici et là, vestiges de l'époque où la famille d'origine y vivait. Mes frères et moi avions l'habitude de faire des randonnées dans les bois et nous avons découvert ces endroits, mais nous avons arrêté. Car cette partie arrive plus tard. Pour être clair, je parle d'une vieille ferme, d'une fumerie et, à la limite de la propriété, d'une vieille maison branlante dans la zone boisée derrière mon ancienne maison. Pensez à la petite maison dans la prairie ou au style amish ancien, et vous voyez le tableau si vous ajoutez 150 ans de plus. Donc mon ancienne maison, qui était un peu en hauteur avec l'arrière-cour en pente vers la limite boisée de la propriété, bordait ce sinistre bois de 300 acres. Le quartier où j'habitais longeait essentiellement la forêt le long de cette limite, avec les maisons faisant face à la rue et les arrière-cours bordant la lisière de la forêt, qui était délimitée par une ligne dense de broussailles et d'arbres très matures. Voilà pour les souvenirs et pourquoi je suis ici. Le premier souvenir que j'ai me donne encore la chair de poule. Il n'y a ni route ni maison, rien d'aménagé dans cette zone à cause d'un litige sur la division des terres et des problèmes de titre de propriété avec la famille propriétaire. Apparemment, cela dure depuis plus de 150 ans. Juste de la forêt. Ma sœur et moi jouions dans notre jardin près de la limite de la propriété, là où se trouvait la petite maison délabrée, ressemblant à une maison de la prairie, quand elle a vu une vieille femme à l'intérieur. La façade de la maison était en ruine, laissant voir l'intérieur. Elle avait 2 étages, un peu comme une maison de poupée découpée où l'on enlève la façade pour voir toutes les pièces. Cette femme âgée de 70 à 80 ans était assise sur une chaise de jardin verte, nous observant depuis la mezzanine du 2e étage. Nous étions jeunes, peut-être 8 ans. Nous n'avons pas vraiment noté certains aspects étranges de cette scène. Nous avions joué pendant quelques heures, et nous aurions vu quelqu'un passer avec une chaise de jardin verte, parce que nous avions une vue dégagée sur la maison et on ne pouvait vraiment y accéder que si on venait de notre jardin ou si on traversait beaucoup de bois. Une femme âgée traînait une chaise de jardin sur une vieille échelle jusqu'au grenier délabré du 2e étage, puis restait là à nous observer, ma sœur et moi. Alors bien sûr, ma sœur va lui dire bonjour, découvre qu'elle parle, et elle dit qu'elle vivait dans cette maison il y a longtemps. Elle avait l'air assez normale pour une personne âgée, mais son visage était flou pour moi, comme si je n'arrivais pas à bien le distinguer pour une raison quelconque. Je me suis senti mal à l'aise, j'ai dit au revoir à la vieille dame étrange et je suis parti, où j'ai pratiquement attrapé ma sœur et nous sommes retournés à la maison. Maintenant, ça me dérange parce que personne n'a vécu ou ne vit dans cette région depuis près de 150 ans. Personne n'aurait pu ou n'aurait dû vivre là-bas.
Il n'y avait aucun registre ni rien du tout. De plus, je savais pertinemment qu'il n'y a ni route, ni sentier, ni rien qui mène à la vieille maison, même aujourd'hui. Grâce à Google Earth, alors comment cette vieille femme a-t-elle pu simplement apparaître et disparaître? Parce que pendant que nous retournions à la maison, j'ai regardé vers la limite de la propriété, à environ 80 km de la vieille maison et de la chaise verte toujours présente, mais la vieille dame avait disparu. Elle n'est pas passée près de nous, on ne l'a pas entendue descendre, rien du tout. Ligne de vue dégagée. Début d'après-midi, pas couvert, très bien éclairé. Elle avait simplement disparu. À l'époque où je vendais des choses pour l'école chez les voisins, j'ai cherché sans trouver personne de semblable dans ma rue, ni dans les environs. À ce jour, j'ignore toujours ce qui s'est passé là-bas. Un deuxième souvenir. Cela m'est arrivé plusieurs fois au collège, mais parfois quand je rentrais à pied de l'arrêt de bus au bout de la rue. Une rangée d'arbres et des broussailles le long des arrière-cours des maisons qui bordaient en la forêt inquiétante commençaient à avoir des points rouges lumineux, en grappes sporadiques, et cela me faisait penser à des yeux, comme de petites orbes de lumière rouge terne qui apparaissaient dans les broussailles et me suivaient jusqu'à la maison. Je croyais que c'était des baies, mais non. J'ai traversé cette zone avec mes frères. Il n'y avait ni baies, ni rien de rouge. Jamais. Pas de houx, ni d'arbustes à fruits de saison, ni d'animaux. Parce que nous en avions. Des renards, des cerfs et des écureuils. C'est à peu près tout. Je ne pouvais l'expliquer, ni alors ni aujourd'hui. Je me souviens juste de courir chez moi chaque fois que je voyais les lumières dans les broussailles, le long de la lisière des arbres, et de me cacher dans ma maison aussi vite que possible. La seule fois où j'ai eu le courage d'approcher les buissons, les lumières ont disparu avant même que je n'arrive près d'eux. Pas de bruit, pas de vent, rien d'autre qu'un frisson glacé. Ce qui était étrange à l'époque, car c'était la fin du printemps ou le début de l'automne dans le Tennessee quand cela m'est arrivé. Et il fait généralement sacrément chaud là-bas. Je n'ai jamais trouvé la moindre preuve de ce que c'était. Pas de baies rouges, ni de bestioles, ni de cinglés qui s'agitent autour de guirlandes de Noël rouges. Oui, ce souvenir me travaille encore. Mon troisième souvenir. Pourquoi ai-je l'impression d'être observé? Donc ma vieille maison était... vieille, eh bien une trentaine d'années environ. Je n'ai jamais vraiment ressenti de courant d'air froid ou d'autres signes classiques que quelqu'un invente quand il raconte une rencontre paranormale. Mais de temps en temps, quand j'étais seul, peut-être au sous-sol ou parfois dehors dans les bois, j'avais la sensation que quelqu'un ou quelque chose d'autre était là. Et à chaque fois, avant de ressentir cette sensation, je commençais d'abord à avoir un peu peur. Puis je me mettais à fuir à toute vitesse, en mode adrénaline totale, dès que je réalisais ce que je ressentais. Ça m'est arrivé plus souvent que je ne l'aurais voulu. Je détestais ça et je pensais devenir fou. Je ne prenais aucune drogue, ni prescrite, ni autre, et je n'ai même pas commencé à boire avant la fac. Impossible à expliquer, et cela ne ressemblait pas à une crise de panique ou quelque chose de similaire. J'ai été examiné et on a consulté mes dossiers médicaux, mais on n'a rien trouvé d'un point de vue biologique. Il y a aussi quelques autres expériences troublantes qui me sont arrivées, et je vais les partager avec vous maintenant. Il y a eu une autre fois où je me promenais dans les bois et j'ai eu l'impression d'être forcé à faire demi-tour. Mon frère et moi avons passé une bonne partie de nos 5 à 7 premières années dans cette maison à nous promener dans la forêt sans problème en général. Ou alors nous avons tous simplement arrêté quand nous avons approché de l'âge du lycée. J'ai mis ça sur le compte du fait que nous avions d'autres choses à faire. Les filles, le sport, les amis. Puis je me suis souvenu sans doute de notre dernière sortie et de mon avant-dernière sortie dans cette forêt. Ma dernière sortie m'a fait ne plus jamais retourner dans ces bois. En y repensant, il y a peut-être une raison pour laquelle personne ne veut les aménager ou pourquoi les propriétaires en refusent de les vendre. J'ai même vérifié même si la forêt est un terrain de choix au sud de Nashville, probablement évalué à des millions de dollars. Peut-être que c'est parce que nous étions des enfants ou autre chose. Si nous nous sentions mal à l'aise, nous n'en parlions tout simplement pas et nous écourtions la sortie. Donc nous ignorions les choses, sauf lors de cette sortie qui s'est avérée être notre dernière excursion de groupe dans cette fichue forêt, parce que nous étions assez grands pour commencer à savoir quand les choses ne vont tout simplement pas.
en repensant à ces détails à travers la méditation et en triant les souvenirs avec mon frère qui ne voulait rien se rappeler. On dirait que nous avons pris la décision consciente de ne plus jamais en parler. Sauf que moi, je voulais des réponses. Et voici l'histoire. Donc, comme d'habitude, un magnifique temps de fin de printemps au Tennessee qui te supplie de sortir et d'aller faire une randonnée dans la nature. Mon frère et moi préparons une excursion samedi dans les bois pour explorer au-delà de l'ancienne fumerie en ruine à gauche de la forêt. Nous avons traversé l'arrière de notre propriété pour entrer vraiment dans les bois, avançant en ligne droite à l'aide de nos boussoles jusqu'à la clairière circulaire où affleure un bloc de calcaire. À mesure que nous approchions, tout devenait calme, presque silencieux, à part le bruit de notre progression. Nous arrivons à la clairière et mes deux frères devant moi s'arrêtent et regardent le centre de la clairière rocheuse, où un cercle surélevé de roches forme une avancée d'environ 45 mètres. Je ne voyais pas grand-chose à ce moment-là parce que je faisais à peine 1,20 m et j'étais derrière ces géants de la famille. Nous n'avons même pas remarqué certains détails importants au début, comme à quel point il faisait silencieux, il n'y avait pas de mouches ni rien autour, où la cire coulait autour du cercle de pierre centrale, formant un étrange motif en forme d'étoile. Et qu'on a l'impression d'être observé avec les poils de la nuque qui se dressent et on s'attend à se retourner et à voir quelqu'un. Mon frère aîné s'approche du cercle et dit simplement « Oh mince, je n'ai pas de mots » et mon deuxième frère commence à remarquer certaines étrangetés autour de la partie extérieure du cercle et va regarder. Moi, étant le plus petit, je suis curieux comme pas possible et je vais traîner vers le milieu où mon frère aîné est devenu un peu pâle et fixe quelque chose. Je regarde par-dessus l'épaule de mon frère aîné et je vois sur le dessus de la pierre une masse de trucs. C'est un animal éventré, disposé bizarrement, mais il n'avait pas du tout été mangé et il semblait que c'était un renard. Je me souviens d'avoir trouvé ça étrange parce que je ne sentais aucune odeur, il n'y avait pas de mouche ni rien, ni de signe que l'animal avait été ouvert à coups de dents. Il était juste allongé là, ses organes disposés autour de lui comme pour une dissection. À ce moment-là, tout le monde a commencé à remarquer tout ce que j'ai mentionné. Quand nous avons confirmé que ce n'était pas seulement l'un d'entre nous qui ressentait cela, nous avons commencé à entendre ce qui ressemblait au vent dans les arbres, mais rien ne bougeait. Ni l'herbe, ni les plantes, ni la cime des arbres que nous observions tous pour connaître la direction du vent. Puis mon frère aîné a dit « On rentre tout de suite » d'un ton sérieux que je ne lui avais jamais entendu auparavant. Alors, on s'est tous tirés en vitesse et on est retourné à la maison aussi vite qu'on a pu. J'ai surpris mon frère aîné en train de parler de sacrifice et de dire qu'on n'y retournerait pas, et qu'il fallait prévenir maman, papa et la police. À 12 ans, je n'y ai pas trop prêté attention, étant surtout préoccupé par retrouver mes amis plus tard. Je n'arrivais pas à me concentrer sur les souvenirs, ou peut-être ne le voulais-je pas. La dernière fois que je suis allé dans ces bois, c'était ce souvenir. Avance rapide de 2 à 3 mois et je fais une petite randonnée seule dans les bois, peut-être à 400 mètres de la lisière des arbres qui bordent le quartier. Je voulais avancer parallèlement à la route pour pouvoir revenir facilement en coupant à angle droit et en rentrant chez moi par la rue. 10 minutes après avoir commencé, je commence à tourner à droite pour aller vers la rue et rentrer à temps pour partir en vacances à la plage avec ma mère et ma sœur. C'est à ce moment-là que je l'ai ressenti. La sensation la plus inconfortable et horrible que j'ai jamais ressentie dans ces bois. C'était comme si on m'observait froidement. Et ça se rapprochait. Je n'ai jamais eu peur ou été effrayé enfant, surtout pas dans les bois. Mon parcours est important, car j'ai été en quelque sorte, un week-end sur 2, je campe avec ma troupe de scouts dans divers parcs nationaux. J'ai fait des parcours d'orientation seul, de jour comme de nuit, en toute saison, pour obtenir des badges de mérite, sans jamais paniquer, même plus jeune. Mais cette fois, j'ai vraiment eu peur. Je me suis retourné et j'ai regardé autour de moi. C'était bien trop calme pour les bois du Tennessee.
Si tu as déjà visité le sud-est des États-Unis en été et approché la nature, tu sais que ce n'est jamais silencieux. J'ai crié timidement, pensant que ça pouvait être une autre personne. Mon Dieu, j'espérais vraiment que c'était une personne. Puis tout est devenu silencieux, et non, pas un silence normal, mais celui où tu peux entendre ta propre respiration. J'ai paniqué et j'ai fui ces bois aussi vite que possible, et j'ai fini par attraper la pire crise d'herbe à puce de ma vie. J'ai dû aller à l'hôpital et prendre des stéroïdes. Je ne suis jamais retourné dans ces bois après ça. Je suis allé camper avec ma fiancée citadine, aujourd'hui ma femme qui n'avait jamais campé. Non, 1 ou 2 jours avant de partir, j'ai acheté mon premier pistolet vers 1999. Nous sommes allés au lac Woods Canyon en avril, au début de la saison, pour éviter la foule. C'est un lac artificiel. Le camping était bien aménagé, semblable à un parc. D'habitude, je préfère un endroit plus isolé, mais ma fiancée ne voulait pas vivre une expérience de camping façon Jason Voorhees. Nous sommes arrivés vendredi vers 23h. Ma vieille bagnole avait du mal à cause de l'air plus rare. Je ne m'étais pas arrêté pour régler le carburateur à Payson. Nous avons choisi un lieu et tenté de nous installer discrètement. C'était si silencieux que cela en devenait assourdissant, bien que peu comprennent cette sensation. À quelques centaines de mètres, quelques emplacements étaient maintes occupés, et on entendait les gens respirer et ronfler. Il faisait très sombre. Il n'y avait ni lune ni pollution lumineuse. Nos lanternes diffusaient une faible lueur semblant à peine repousser la nuit. On devait ressembler à une troupe d'éléphants en essayant de monter notre petite tente. Nous sommes allés nous coucher directement après avoir travaillé toute la journée et conduit depuis Phoenix sans pause. Je n'avais pas anticipé le froid nocturne ni vérifié que notre équipement était adapté. Nous nous sommes réveillés transis de froid à 3h du matin, grelottant tellement fort que nous n'arrivions même pas à allumer une allumette. J'ai réussi à allumer le chauffage au propane dans sa tente et à la couvrir avec mon sac de couchage et une couverture pour qu'elle survive. Je l'ai allumée et me suis assis près du feu, buvant du café jusqu'au lever du soleil. Je n'ai rien remarqué, sauf ce silence inhabituel. Aucun bruit d'animal, rien du tout. Le sifflement de mon réchaud pendant que le café bouillait ressemblait au bruit d'un moteur à réaction. Le lendemain, il faisait beau. On a fait des trucs comme pêcher et faire un tour de bateau sur le lac. En y repensant, tout le côté nord du lac était rempli d'étranges structures faites d'arbres. Ce côté du lac est difficile d'accès. Je me sentais mal à l'aise de ramer près de ce rivage, sans trop savoir pourquoi. Nous avons fini épuisés et brûlés par le soleil. Bonne journée. J'ai cuisiné une soupe et des œufs durs sur le réchaud au coucher du soleil. Nous avions récemment regardé le projet Blair Witch, et je lui ai acheté le même bonnet que la fite portait, un bonnet bleu ciel. Avec notre vieille caméra HI8, nous avons filmé des parodies pendant que la nourriture cuisait. C'était hilarant. J'ai bu quelques bières et nous avons mangé. Nous avons éteint le feu et nous sommes allés dans notre tente pour nous reposer. Nous avions décidé de dormir avec nos sacs de couchage zippés ensemble pour partager notre chaleur corporelle. Un choix intelligent. Elle s'est endormie tout de suite. Pour une raison quelconque, je n'ai jamais eu sommeil dans les bois. Jamais. Je suis resté éveillé à lire à la lampe de poche. Nous avons laissé une lanterne à faible flamme à gauche de la tente. Il y avait un camp loin sur notre droite, et cette nuit-là, ils ont aussi laissé une lanterne allumée. Je laisse une lanterne allumée car je suis paranoïaque et veux voir si quelque chose entre dans mon camp projeté sur la tente. J'avais ma nouvelle arme à feu à côté de moi, un 9 mm Lawson. C'est le pire pistolet que j'ai eu, mais il était abordable pour 2 gamins pauvres. Je lisais un livre de Dean Koontz quand j'ai remarqué un détail. C'était silencieux, mortellement silencieux. J'ai tendu l'oreille. Tout ce que j'entendais, c'était le sifflement de la lanterne, ma propre respiration et mes acouphènes. Qu'est-ce qui a attiré mon attention ? Ne percevant rien, je repris ma lecture. Quelques minutes plus tard, j'ai ressenti la même chose. Il y avait des ours. Après le dîner, nous avions nettoyé et mis toute la nourriture et les déchets dans la voiture. C'était un ours ? J'ai entendu un bébé pleurer au nord et sa mère le calmer. Un autre camp à environ 300 mètres au nord abritait un bébé. C'est à quel point c'était silencieux.
C'est à ce moment-là que j'ai remarqué quelque chose. Quelque chose appuyé légèrement sur le haut d'une petite tente au-dessus de ma tête, près du sommet, du côté droit. Était-ce une branche ? Non, il n'y en avait pas, les gens les avaient remprises bandelettes pour le bois. Il n'y avait ni sous-bois ni buisson sur tout le site. Qu'est-ce qui appuyait sur ma tente ? Je suis resté calme et silencieux et j'ai observé l'endroit. Ça a lentement descendu vers mon visage. Ma main s'est lentement dirigée vers mon arme de poing. Ça n'avait pas la forme d'un doigt ou d'une main. Je pouvais l'entendre glisser sur la fine couche de tissu en nylon vert bon marché, avec un léger sifflement. En allumant ma lampe de poche, je ne voyais plus la lumière de ma lanterne ni celle des autres campeurs. Je ne voulais pas éteindre la lumière et montrer à la personne que j'avais remarqué ces actes. À ce moment, j'étais sûr que c'était une personne. Ma femme était et reste une très belle jeune femme. Elle attirait les pervers avec ses longs cheveux blonds et sa silhouette élancée. Ma main s'est refermée sur la crosse de mon 9 mm pendant que je faisais semblant de m'installer confortablement. J'ai même poussé un soupir. Eh bien, ce pervers allait avoir la peur de sa vie. Le plan était de lui aboyer dessus, d'armer le fusil, puis de sortir brusquement de la tente quand je l'entendrais s'enfuir, de tirer quelques coups en direction de la forêt ou de le suivre jusqu'à son campement. D'un mouvement assez fluide, j'ai tiré la culasse du fusil en arrière et je l'ai appuyé contre la dépression dans le tissu temporaire. J'ai senti une résistance. Il y avait quelque chose là. « Tu t'en prends aux mauvaises personnes, mon pote », ai-je dit, ou quelque chose d'aussi percutant. Je pensais entendre un cri ou un juron, mais rien n'est devenu. La résistance disparut tandis que tout reculait, toujours silencieux. Un silence tel qu'un paix de souris aurait sonné comme un coup de canon. J'ai éteint ma lumière. Les lanternes lointaines éclairaient faiblement le côté droit de ma tente. C'était dégagé, sans arbre ni branche pour obstruer. J'ai brusquement tourné la tête à gauche, croyant voir une ombre à cause de ma lanterne, mais c'était dégagé. Je suis resté allongé longtemps, écoutant, mais il n'y avait aucun bruit, pas même un souffle de vent ou un grillon. J'ai décidé de rester dans la tente et de ne pas aller voir. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je suis resté allongé, en alerte, arme sur la poitrine, à l'écoute. Environ 1 heure avant l'aube, le grillon a recommencé à chanter avec les oiseaux. Je suis resté dans la tente jusqu'à ce que les autres campeurs bougent. J'ai vérifié le campement sans trouver d'autres empreintes que les nôtres. Aucune trace d'animal, aucune déjection, aucun signe que quelqu'un d'autre que nous ait été là. Donc, je suis au courant des choses étranges qui se passent dans cette région. Des apparitions du Bigfoot ont eu lieu près du camping. Nous avons bien profité de cette journée, débutant par un copieux petit déjeuner. Je n'ai parlé de ce qui s'est passé à mon fiancé qu'une fois rentré à la maison. Elle pensait que je resterais une nuit de plus car nous avions congé lundi, mais j'ai dit que j'étais fatigué. Nous avons démonté le camp vers 16 heures et repris la route avant le coucher du soleil. Qu'est-ce qui touchait ma tante ? Qui sait ? Quoi que ce soit, ça pouvait se déplacer dans un silence presque total. Il était prudemment respectueux d'une arme à feu, mais pas effrayé. Il se déplaçait et naviguait dans l'obscurité quasi totale sans laisser de traces. J'ai campé 2 fois dans cette région, mais pas depuis environ 15 ans. Rien d'étrange ne s'est passé durant ces voyages, sauf que cela a accentué l'étrangeté du premier. Les nuits étaient toujours remplies de bruits, d'insectes et d'animaux. Une fois, on a dû se réfugier tôt dans la tente à cause d'une moufette curieuse. Bref, c'est mon expérience la plus étrange, mais pas la seule. Le quartier où j'ai grandi était plus ou moins en banlieue, sauf à l'arrière. Il est bordé par un immense champ où rien n'a été planté depuis des décennies. Une partie de cette limite est protégée par des bois où mon ami et moi jouions. Par une journée ensoleillée, nous étions très loin dans un coin de la forêt. Nous essayions de traverser ce qui ressemblait à une piste de bulldozer, très envahie par la végétation. Les bois sont denses en Caroline du Nord, surtout au centre-est. Avec surtout du kudzu, ce qui nous compliquait la tâche. Après environ 1 mile sur le sentier, nous avons trouvé une dépression remplie d'eau. J'hésite même à dire que c'était un étang, parce que c'était parfaitement rond, comme un cratère. L'eau s'était visiblement retirée
et au milieu se trouvait le toit exposé d'une vieille train-voiture. À ce moment, un ami a trouvé une plaque d'immatriculation sous les aiguilles de pin. Elle était couverte de plomb de chasse. Ensuite, une portière de voiture, à moitié enfouie sous les aiguilles de pin, criblée de trous de balles et de plomb. Ce n'est certainement pas une façon inhabituelle de s'amuser dans le sud. On sort, on boit quelques bières avec ses potes et on tire encore sur des vieilleries. Mais ce que nous avons trouvé ensuite n'était pas un samedi soir ordinaire. Des os. Nous avons d'abord cru que c'était un cerf de Virginie. Nous avons commencé à sortir les hôtes et à les disposer côte à côte, sans vraiment savoir quel était notre objectif, si c'était de faire un musée avec un squelette de cerf de qualité ou autre chose. Mais c'est ce que nous avons fait. Puis le bassin est apparu. Je l'ai reconnu tout de suite parce que mon oncle était chiropracteur. Il avait un squelette complet nommé Monsieur Os dans son cabinet que je regardais souvent. Plus je regardais notre collection grandissante, plus je voyais Monsieur Os prendre forme. J'ai eu un pressentiment et comme j'étais l'aîné, j'ai dit à tout le monde d'arrêter de creuser et qu'il fallait qu'on parte. Quelques protestations, mais j'ai convaincu tout le monde. Nous sommes revenus sur nos pas, puis nous sommes retournés à la piscine un peu plus loin sur la route et nous avons terminé la journée là-bas. Mais je n'arrivais pas à arrêter de penser au Boone. Ce soir-là, j'ai raconté notre découverte à ma mère puis à mon père. Au départ, ils doutaient, mais je n'étais pas stupide. Je savais ce que j'avais vu là-bas. Ils débattaient à huis clos, changeant d'avis. Le lendemain, j'ai raconté l'histoire à 2 adjoints du shérif et les ai conduits sur les lieux. Environ 1 heure plus tard, des véhicules de police encombraient dans la petite impasse menant dans les bois. Des tronçonneuses ouvraient vers le passage, des détectives en costume blanc fumaient et discutaient, tandis que d'autres transportaient des sacs de la forêt vers des véhicules. Puis ils sont partis. J'ai attendu des mois pour avoir des nouvelles, mais je n'ai rien entendu. J'ai interrogé mes parents sur ce qui s'était passé et leur compréhension. Leurs réponses devenaient de moins en moins intéressantes avec le temps. Finalement, j'ai arrêté de poser des questions et j'ai fini par oublier, pour la plupart. C'est devenu un souvenir, flou et onirique comme le sont les souvenirs d'enfance. Finalement, j'étais tôt rentré de l'université et j'étais assis près du feu avec un vieil ami du quartier qui avait été là ce jour-là. Il a tout vu. Nous avons commencé à en parler et, après quelques bières, nous sommes devenus curieux du dénouement. Nous avons commencé à faire des recherches en ligne et nous n'avons pas trouvé un seul mot d'information sur un squelette découvert dans notre quartier. C'était déroutant. Le lendemain, j'ai interrogé mes parents qui m'ont dit ignorer de quoi je parlais. Ses parents ont répondu pareil. À ce jour, il reste catégorique. Jamais arrivé, mais nous affirmons que tout s'est bien passé. Est-ce que des gens essaient de cacher quelque chose ? L'année dernière, de janvier à juillet, je suis sorti avec un gars qui s'appelait Lucas. Il aimait le paranormal encore plus que moi. Il est aussi un fervent croyant, alors que j'ai tendance à être plus sceptique. Je crois aux anges et aux démons, mais reste sceptique sur les fantômes à cause de mon éducation religieuse. Lui vient d'une petite ville superstitieuse, alors que moi, issu d'une grande ville animée, je n'avais pas le temps de penser à l'au-delà. Nous nous sommes rencontrés pendant ma première année à l'université. Il était au collège communautaire, moi à la grande université. Un soir, mon colocataire et moi, ennuyés, avons téléchargé Tinder pour nous amuser. Néanmoins, j'ai eu un match avec Lucas, il était impatient de me rencontrer et savait tenir une conversation, alors je me suis dit « pourquoi pas ?» Nous nous sommes vus au restaurant barbecue, près du campus, et avons discuté longtemps. Vers la fin, il m'a demandé « tu crois aux fantômes ?» J'ai eu peur que ce soit un piège, et s'il croit que je suis fou si j'accepte. Je lui ai dit que je n'étais pas sûr, mais ouvert à l'idée. Il m'a dit qu'il pouvait faire de moi un croyant. J'ai répondu « d'accord, on verra ». On a décidé qu'un jour, il m'emmènerait au magasin de fantômes du coin. Il venait de ma petite ville universitaire. Il connaissait toutes les superstitions, les petites routes et des histoires connues seulement des gens du coin. Les choses qu'on ne peut pas vraiment trouver en ligne. On s'est éloigné quand je suis rentré chez moi cet été-là. Il nous est arrivé quelque chose 1 semaine avant la fin du semestre. On a failli mourir et on devait être seul pour digérer.
Mais c'est une histoire pour une autre fois. Allons en novembre de ma 2e année. Il m'a envoyé une demande d'amis sur Facebook, je l'ai acceptée et on a discuté sur Messenger. On reparle du paranormal et je lui demande « Tu te rappelles la nuit où on a failli mourir ?» Il m'a répondu que oui. Je lui ai dit que je voulais retourner au cimetière où il nous était arrivé quelque chose de bizarre. En fait, on faisait une chasse aux fantômes à ce moment-là et j'étais super détendu parce que j'étais convaincu à 100% qu'il n'allait rien se passer. Bien sûr que non, je ne voulais pas y retourner. J'ai failli mourir, il a dit. Mais je peux te montrer le pont. Il est hanté, il dit. Il vient me chercher à mon ancien dortoir et on part vers le pont. Il nous a fallu environ 25 minutes pour y arriver. C'était dans les montagnes et il n'y avait aucun lampadaire, rien du tout. Le pont traversait un ruisseau et il y avait des bois tout autour, au milieu de nulle part. Littéralement, on sort de son camion avec des lampes torches et on va se tenir sur le pont. Je lui demande de me raconter l'histoire qui fait que c'est hanté. Il me raconte que dans les années 60, il y avait un médecin nommé Dr Gary. C'était un médecin rural qui faisait des visites à domicile. Il rentrait chez lui un soir. Il était plus tard que d'habitude. Il était épuisé et surmené et il est descendu de la montagne en volant vers le pont. Alors qu'il s'apprêtait à le traverser, il a eu une crise cardiaque et a perdu le contrôle de sa petite voiture. Sa voiture a dérapé sur le pont, heurtant le côté 3 fois avant de se retourner dans le ruisseau en contrebas. Évidemment, il est décédé. On dit que chaque nuit, le docteur Gary revit sa mort et traverse le pont avant de plonger dans le ruisseau. Vous entendrez un grand boom quand sa voiture frappe le côté, puis 2 autres fois avant un éclaboussement. Avant cela, vous verrez sa voiture des années 60 arriver dans le virage. Lucas a un grand groupe d'amis garçons et plusieurs d'entre eux sont croyants. Il les a conduits dessous le pont pour attendre le docteur Gary, et tous ont entendu le bam bam bam. Ça les a tellement effrayés qu'ils ont refusé d'y retourner. Je vivais pour ça et j'étais si excité d'y assister. Nous sommes arrivés à 11h, moment où le docteur Gary, selon le père de Lucas, arrive. Lucas était inébranlable, ça allait arriver. J'ai crié « Hé, docteur Gary, je doute que tu existes, montre-toi ». Nous avons attendu plus d'1 heure sans résultat. Lucas était stupéfait. Nous sommes repartis pour réessayer le lendemain soir. Rien ne s'est passé pendant 3 nuits. La 4e nuit, nous avons choisi d'y aller plus tôt car j'avais un examen le lendemain et je ne voulais pas rentrer tard. Nous sommes arrivés à 21h. Lucas m'a demandé si je voulais voir le ruisseau sous le pont. Des marches en pierre mènent à un espace à explorer dessous. J'étais inquiet et je craignais de tomber sur des sans-abri endormis en dessous ou sur des types louches attendant que des proies faciles s'aventurent dans leurs repères. Mais malgré tout, nous sommes descendus les marches quand j'ai entendu des gens parler. Ils paraissaient jeunes, sans doute comme moi à 20 ans. J'ai pensé qu'on ne devrait pas y aller, mais Lucas m'a regardé comme si j'étais fou. Il n'entendait pas les gens parler. C'était tellement bruyant. Il y en avait au moins 4, et il a braqué sa lampe en bas, puis a secoué la tête. « Megan, il n'y a personne là-bas, a-t-il dit. Il m'a laissé et descendu les escaliers. Je l'ai donc suivi pour ne pas rester seul. Il avait raison. Il n'y avait personne là-bas, mais je savais que j'avais entendu des gens aussi clairement que le jour. Ils riaient. Je pouvais même distinguer que certains étaient des hommes et d'autres des femmes. J'étais complètement perdu. Il m'expliquait comment lui et ses amis aimaient boire de la bière sous le pont quand nous avons entendu une voiture arriver. Comme l'endroit était isolé, on n'entendait pas souvent de voitures passer. Il y en avait 1 ou 2 par heure. Je me suis dit « Oh, une voiture passe au-dessus de nous ». Quand tout à coup, on a entendu un grand boom suivi d'un plouf. C'était tellement intense que tout le pont vibrait et je me suis dit « Mince ». On a couru dans les escaliers, puis monté dans son camion. Honnêtement, je n'ai aucune idée de ce qui aurait pu causer ça. On n'est pas parti, on est resté et on a chassé les fantômes. J'avais un enregistreur Electronic Voice Phenomenon et un détecteur de fantômes. Je les ai sortis pour voir si je pouvais parler avec le Dr Gary. Ce qui s'est passé avec ça, je le raconterai une autre fois. J'aimerais entendre ce que vous avez à dire.
Je crois fermement en lui maintenant après l'histoire du pont. L'activité a vraiment augmenté. Toutes les nuits précédentes étaient en calme, mais pas celle-ci. Après des années, après avoir entendu les rencontres et expériences des autres pendant des années, j'ai décidé de partager avec vous l'une de mes nombreuses expériences personnelles. Dans la région où je vis, un peu de contexte avant de commencer. Je vis dans la partie la plus au nord de la Norvège, qui est aussi la partie la plus au nord de l'Europe. Ma maison se trouve bien au-dessus du cercle arctique. Cela signifie, pour ceux qui ne le savent pas, que nous avons des étés très courts, où le soleil ne se couche jamais, et des hivers très longs, où le soleil ne se lève jamais. Ces longs et froids mois d'obscurité, à la fin et au début de l'année, ont fait de nous, de façon compréhensible, un peuple très superstitieux. De nombreux contes servent à nous protéger en grandissant. Il y a Stalor, le troll des montagnes, qui enlève les enfants qui s'éloignent trop de leur foyer. Il y a mon Ling, que vous ne verrez pas, mais que vous pouvez entendre vous traquer, poussant les cris d'un bébé, et le Nook qui attend sous la surface des lacs et des rivières, prêt à noyer les nageurs imprudents. Mon histoire débute à mes 16 ans. Je venais d'obtenir mon permis de chasse et mon père m'avait même offert un fusil de chasse pour mon anniversaire. C'était très important pour moi, car j'avais toujours accompagné mon père lors de ses parties de chasse quand j'étais enfant, mais je n'avais jamais tiré sur des gélinottes moi-même. Mon père essaie le Norvégien du Nord stéréotypé. Il connaît tout sur la vie en plein air et il peut endurer n'importe quelle difficulté ou intempérie avec le même humour macabre inébranlable. Une fois, ses doigts sont restés coincés dans une scie à son travail et il a épluché la peau de son majeur comme une peau de banane. Il s'est bandé le doigt et a continué comme si de rien n'était. Il n'a même pas envisagé d'aller chez le médecin pour faire examiner sa blessure avant qu'environ 2 semaines ne se soient écoulées et l'odeur des bandages le rendait insupportable à côtoyer de près. Finalement, il a dû subir une greffe de peau et plusieurs semaines d'arrêt avant que sa main ne redevienne utilisable. Alors vient la période de l'année où le soleil brille quelques heures le matin et mon père et moi faisons le trajet jusqu'à la cabane. Cela comprend 1 heure de route et 1 heure supplémentaire en bateau. Notre cabane est dans une région isolée, sans accès routier. Donc la seule façon d'y accéder est de prendre un ferry. Cela signifie que nous savons déjà plus ou moins qui est là-bas, puisque la plupart des gens ne restent que le week-end, il n'y a pas de vacances, et le ferry ne circule que les vendredis et dimanches pendant le week-end. Cela dit, il n'y a jamais plus qu'une poignée de personnes là-bas en même temps, réparties sur une zone qui est à peu près plus grande que ma ville natale. Cette fois, seuls mon père et moi avons pris le ferry ce vendredi. Je savais donc que nous serions seuls le week-end. En arrivant sur ce petit quai près de la cabane, je pouvais enfin respirer l'air frais d'une nature intacte qui a toujours apaisé mon âme. C'est comme si tu laissais tous tes soucis à la maison, parce qu'ici, ils n'ont plus aucune importance. À la cabane d'Oxetar, les seules choses qui comptent sont celles qui te gardent en sécurité, au chaud et bien nourri. Nous avons sorti la motoneige garée près du quai et rejoint la cabane par un court trajet. Cette nuit-là, nous avons surtout passé notre temps à préparer des collets et le déjeuner pour le lendemain. Mon père m'a raconté de vieilles histoires de Settar, de ces chasses d'autrefois, et nous avons partagé un verre cérémonial de whisky single malt. J'ai bien dormi cette nuit-là, comme d'habitude, dans le calme et la tranquillité de la cabane. Nous sommes sortis de la cabane tard le lendemain matin, simplement parce que nous profitions du calme d'une matinée sans aucune obligation. Mais cela allait être une erreur. Le principal c'est de partir tôt pour profiter au mieux de la lumière du soleil. On le savait, mais parfois on veut juste prendre un petit déjeuner tranquille devant la télévision. À notre arrivée au Lave-Vue, une sorte de tipi hivernal installé près de notre lac gelé, mon père a choisi de prendre la journée calmement et de réchauffer le Lave-Vue pour que, à mon retour de la montagne, nourriture et boissons chaudes m'attendent. J'avais déjà passé beaucoup de temps seul dans la région, donc me promener seul autour de la montagne ne m'a jamais dérangé et ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui. J'ai commencé à gravir la montagne dominant le lac. C'était difficile à cause de la neige épaisse et du fait que je n'avais pas pris mes skis.
J'ai préféré utiliser de vieilles raquettes à neige accrochées dans la cabane. Cela m'a fait perdre beaucoup plus de temps que nécessaire pour atteindre l'endroit où je pourrais trouver des gélinottes à chasser, car je savais d'après mes expériences précédentes que c'était la zone où elles se trouvaient. Après de nombreux efforts, j'y suis arrivé. Malgré les traces et crottes, l'endroit était abandonné. Vous voyez, il avait neigé cette nuit-là et une partie de la matinée, donc les traces devaient être relativement fraîches. Pourtant, je ne voyais ni n'entendais rien. Alors j'ai arpenté la forêt sur la montagne pendant des heures sans aucune trace de vie. C'est alors que j'ai remarqué le silence. Comme le disent de ceux ayant vécu des expériences similaires. Il y a toujours un silence assourdissant avant. Quelque chose de mauvais. Tous les animaux semblaient savoir qu'il était temps de partir et s'exécuter. Pour la première fois depuis l'enfance, je me suis rappelé mon malaise à être seul là-haut. Mais bien sûr, je n'allais pas retourner les mains vides auprès de mon père. Alors j'ai continué. Alors que je me promenais, j'écoutais attentivement le moindre bruit révélant une autre présence. Je me souviens avoir été étonné de voir à quel point mes pas étaient bruyants. À ce moment-là, j'étais un garçon grand mais maigre, même si je marchais aussi lentement et prudemment que possible. Ce sentiment d'inquiétude qui se rapprochait de plus en plus, au point que j'ai décidé de faire une petite pause pour grignoter et retrouver mon calme d'avant. En revenant vers une clairière surplombant le lac, mes pas semblaient s'alléger à mesure que je me détendais et m'apaisais. Je me suis assis sur un rocher et j'ai mangé une barre de chocolat que j'avais achetée, profitant du soleil sur mon visage, en me moquant de moi-même d'avoir eu peur de ce qui, au fond, n'était à rien. C'est alors que j'ai entendu des pas venant de la direction d'où je venais. Des pas forts et lourds d'un homme adulte. Je le savais parce que, comme tout le monde peut vous le dire, le bruit d'un bipède marchant sur deux pieds est très différent de celui d'animaux à quatre pattes comme les orignaux ou les ours, surtout dans la neige épaisse. J'ai essayé d'appeler, car j'ai tout de suite pensé que c'était mon père qui avait changé d'avis, mais il n'y a pas eu de réponse. Je suis resté assis sur le rocher à regarder dans la direction des pas, alors qu'ils devenaient de plus en plus forts. Plusieurs fois j'ai appelé, et pourtant je n'ai reçu aucune réponse. Me sentant de nouveau mal à l'aise, j'ai décidé de sortir mon téléphone et d'essayer d'appeler mon père. Là, sur mon téléphone, j'avais un message non lu de mon père reçu il y a 3 minutes. Le café et le repas sont prêts. En même temps, les bruits de pas devenaient de plus en plus forts, et je savais que ce qui se trouvait à l'autre bout n'était pas mon père. Cela, et sachant que nous étions censés être les 2 seules personnes dans mon entourage, pendant de très très nombreux kilomètres, m'a fait bondir instantanément. J'ai attrapé mon fusil de chasse et je me suis tiré de là dès que j'ai resserré mes raquettes. Alors que je progressais aussi vite que possible, j'ai entendu la chose qui me traquait accélérer le pas. Et j'ai réalisé que le bruit de mes propres pas et celui de la chose qui me poursuivait étaient presque synchronisés, au point qu'il n'y avait qu'une légère différence quand nos pieds touchaient le sol. J'ai compris depuis que cette chose me suivait depuis que j'étais entré dans la forêt sur la montagne, et que c'était la raison pour laquelle j'avais l'impression que mes pas étaient anormalement bruyants. Je me souviens avoir couru tant bien que mal dans la neige jusqu'aux hanches, sans prêter attention aux branches frappant mon visage gelé et y laissant des marques rouges. C'est arrivé au point où je pouvais entendre la 2e paire de pas, à moins de 5 mètres derrière moi. Pourtant, quand je me retournais, il n'y avait rien. J'ai puisé dans toutes mes forces et j'ai finalement réussi à atteindre le lac gelé de l'autre côté de la lave, et la 2e paire de pas s'est arrêtée. Épuisé par les kilomètres que j'ai courus, dans la neige profonde, je me suis dirigé vers la lave. Mon père semblait presque amusé par ma mine fatiguée. Il m'a tendu une tasse de café chaud et m'a demandé si j'avais vu quelque chose. Je ne savais pas quoi dire et honnêtement, j'étais embarrassé par ce qui s'était passé, alors j'ai simplement dit que j'avais repéré beaucoup de traces, mais hélas aucun oiseau. Des années plus tard, je lui ai posé des questions sur ce sujet et d'autres événements étranges dans la région, et les réponses ont toujours été similaires. Ne t'en fais pas, ne pose pas de questions à ce sujet. Mieux vaut ignorer certaines choses. J'ai grandi dans le Midwest des États-Unis.
Quand j'étais en première au lycée, je faisais une randonnée sur un sentier local dans la forêt nationale. C'était à plus de 30 km de la ville, en pleine campagne. C'est un canyon en cul-de-sac, donc on commence par le bord et on descend dans le canyon. C'était l'automne, fin d'après-midi, quand je suis arrivé sur le parking désert, mais il restait beaucoup de lumière. À mon arrivée au fond du canyon, le soleil était déjà bas. J'étais au fond du canyon et j'ai eu ce sentiment que quelque chose n'allait pas tout à fait. Je me retournais régulièrement en marchant. Je n'arrivais tout simplement pas à me débarrasser de ce sentiment. En regardant en arrière, j'ai vu un homme jeter un œil derrière un arbre. Très proche, à environ 30 mètres. C'était la chose la plus étrange de surprendre un type en train de m'observer. Il savait que je l'avais vu et il est sorti en disant « Désolé, je ne voulais pas t'effrayer ». C'était un adulte et moi, un gamin maigre de 17 ans. Nous étions sur le sentier d'un parc public, sans raison de se cacher. Je n'aurais pas été surpris ni alarmé de voir un autre randonneur, à moins qu'il n'agisse comme un cinglé. J'ai marmonné que je retournais à ma voiture et suis reparti vers le parking, le laissant là. Dès que je n'étais plus en vue, j'ai couru tout le chemin du retour. Aucune voiture, hormis la mienne, ce qui accentuait l'étrangeté de la situation. J'ai réalisé qu'il était tout à fait possible qu'il soit à pied et qu'il vive peut-être près du début du sentier, puisqu'il y avait des maisons là-bas, mais c'est intéressant de voir comment on a ce sentiment d'être observé et que souvent c'est vrai. Si vous croisez quelqu'un randonnant seul, évitez d'être étrange. Mon ami Jacob et moi allons faire du vélo dans une forêt près de chez moi parce qu'elle est assez grande et qu'il y a de jolis sentiers. Après 1 heure de vélo, nous avons compris que nous étions un peu perdus. Alors nous nous sommes arrêtés pour essayer de comprendre où nous étions. Il essayait d'utiliser l'application de carte sur son téléphone quand j'ai remarqué une maison pas très loin du sentier. Le téléphone de mon ami n'arrivait pas à se connecter. Alors nous avons décidé d'aller jusqu'à la maison pour voir si quelqu'un pouvait nous indiquer la bonne direction. Nous avons frappé à la porte. Comme dans un film d'horreur, la porte a grincé à l'ouverture. Nous sommes entrés, avons demandé s'il y avait quelqu'un, mais l'endroit était vide. Malgré des rénovations, il paraissait vieux et le frigo était infect. Mon ami trouve un escalier qui monte à l'étage et nous décidons de monter pour explorer cette partie de la maison. Dès que j'ai mis le pied sur l'escalier, j'ai eu la nausée. J'ai failli tomber tellement je me sentais mal. Mon ami m'a aidé à sortir, mais dehors je me suis effondré et j'ai vomi. Mon ami essaie de m'empêcher de tomber dans mon vomi et une fois que j'ai fini, je me suis rassis et j'ai essayé de reprendre mon souffle. C'est là que mon ami s'est retourné et a marmonné « Putain mec !» Je me retourne et la maison entière avait disparu. Il n'y avait même plus rien. Juste de la terre et des trucs qui montraient que la maison avait été là. Je veux dire, on aurait dit que la maison n'avait jamais existé à cet endroit. Il y avait même un arbre qui poussait à l'endroit où se trouvait le coin de la maison. Je ne savais vraiment pas quoi dire. Alors je suis resté assis là, à fixer le sol. C'est là que je me suis rendu compte que j'avais pris une photo de l'endroit avec mon téléphone. Je l'ai sorti pour vérifier si j'avais bien pris une photo. C'était juste une photo du sol couvert de feuilles pan mortes et d'herbes. Nous avons décidé qu'il valait au mieux bouger que de rester là, et après une demi-heure, nous avons retrouvé notre chemin vers le sentier, que nous connaissions. Je n'ai aucune idée de ce que c'était. Est-ce que quelqu'un d'autre a déjà vu ça ? Je ne peux pas être le seul, non ? Mes amis et moi aimions faire de l'escalade de nuit. Nous vivions en plein désert. Un jour, nous avons décidé d'explorer une zone où nous n'étions jamais allés auparavant, mais qui était un terrain public. De nombreux sentiers de terre aléatoires existent. Nous avons roulé un moment jusqu'à ce que nous trouvions un superbe canyon. La lune était pleine et illuminait le désert. C'était serein et magnifique, jusqu'à ce qu'il soit temps de partir. Sachez qu'il n'y a pas d'autre lumière que la lumière de la lune, mes phares, les phares, et bientôt les phares d'un camion rouge. Il est descendu par l'un des petits sentiers au hasard en nous poursuivant et s'est arrêté net, j'imagine, quand il nous a vus.
Il a simplement laissé tourner son moteur au ralenti 1 ou 2 minutes pendant que nous restions à l'arrière de mon SUV pour vérifier si quelqu'un sortait. Non, ils sont juste restés là à attendre, attendre et encore attendre. Au bout de quelques minutes, j'ai trouvé ça bizarre et décidé de partir. Nous sommes montés dans mon SUV et partis en sens inverse du sentier. Le gars a fait demi-tour, ce camion de pain, et il a commencé à nous suivre. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a déjà roulé sur un sentier désertique la nuit sans surveillance, mais ça devient flippant. Le camion de pain fonçait sur le sentier derrière nous. Je prenais des sentiers au hasard pour essayer de lui échapper, je passais le sommet d'une colline, mais il était toujours juste derrière nous. On a roulé pendant une bonne demi-heure avec ce camion qui nous suivait. Finalement, j'ai réussi à prendre l'autoroute et à filer à toute vitesse. Malheureusement pour moi, il ne m'a pas suivi. Je m'appelle Luc et j'ai maintenant 20 ans. Cette histoire m'est arrivée quand j'avais... Cette expérience me donne encore des frissons à ce jour. En mai, j'ai commencé à sortir beaucoup plus souvent avec mon vélo tout-terrain. Je commençais à m'ennuyer à parcourir les rues, alors j'avais envie de faire une balade à vélo sur les sentiers ou en forêt. Je n'étais jamais allé à Leigh Woods avant ça. Personnellement, je ne pense pas que j'y retournerai seul. Après avoir fait quelques recherches sur différents endroits, Leigh Woods m'a semblé être la meilleure option. N'habitant qu'à quelques kilomètres de là, c'était une belle balade à vélo. À mon arrivée, le lieu semblait paisible et je me sentais presque rêveur en le découvrant. Pour une zone boisée en Angleterre, et encore plus à Bristol, c'était incroyable. En entrant dans les bois, je me suis souvenu des couleurs au début de chaque sentier, indiquant la difficulté pour les cyclistes et la longueur pour les marcheurs. Ne me croyez pas sur ce point, je n'ai toujours aucune idée de ce que cela signifie vraiment, alors j'ai décidé de descendre un sentier bleu, je crois, pour voir comment c'était. Trouvant cela excitant, j'ai décidé de prendre le sentier le plus difficile, et c'est là que ça commence à devenir étrange. J'ai commencé à avoir une sorte de vision, regardant autour de moi comme si la forêt m'avalait. Tout semblait devenir plus grand et plus éloigné. J'ai ignoré cela, mais il s'avère que j'ai réellement perdu la notion du temps. Je me suis perdu sur le sentier. Gardez à l'esprit que je suis très observateur et conscient de mon environnement avant ce sentier. Je suis alors arrivé à une étrange clairière. Je pouvais aller à gauche dans la direction approximative de la sortie ou à droite plus profondément dans la forêt. Toujours fidèle à moi-même, j'ai choisi d'approfondir. Je suis arrivé à un petit sentier étrange qui avait l'air louche à souhait. J'ai ignoré mon instinct qui me disait de faire demi-tour et je m'y suis engagé. Je suis arrivé à un endroit où le sentier continuait, mais il devenait de plus en plus dangereux. Le sentier était tellement accidenté que je ne pouvais même pas y marcher. Alors j'ai fait demi-tour. Mais pendant quelques minutes, avant de rebrousser chemin, je ne sais pas pourquoi, je suis resté immobile à regarder le sentier. J'avais l'impression d'être observé de tous les côtés, même s'il serait presque impossible qu'il y ait autant de regards autour de moi dans cet endroit. Je me suis senti nerveux et j'ai commencé à remonter la colline à pied car j'étais trop fatigué pour rouler à ce moment-là. Gardez à l'esprit que les pneus de mon vélo sont complètement pleins. Aucune crevaison ni problème constaté. Je voudrais encore des photos de ce vélo. En revenant à l'endroit où j'étais initialement entré sur le sentier, cette étrange perte de temps s'est produite. J'avais l'impression que tout le chemin s'était allongé d'un demi-mile, comme si la forêt bougeait. J'ai commencé à remonter le sentier, ressentant à nouveau cette étrange sensation d'être observé, comme auparavant. Cette fois, cela paraissait plus sinistre. J'avais l'impression que quelque chose allait se passer, sachant que je n'avais pas croisé une seule personne depuis que j'avais emprunté ce premier sentier. Je vais décrire le paysage avant de continuer. C'est un long chemin avec une colline raide à gauche et une rivière étroite à droite, d'environ 1,20 m de profondeur et de large. Des buissons de l'autre côté de la rivière, parfois un arbre isolé. À environ un quart du sentier en montée, j'entends une femme pleurer derrière un arbre plus loin.
Je commence à ralentir mon pas pour essayer de bien voir derrière l'arbre, mais tout le temps, je me demande pourquoi quelqu'un sauterait de l'autre côté pour aller pleurer derrière un arbre. Je m'approche donc du bord de la rivière et regarde derrière pour voir si la personne va bien. Aussi parce que beaucoup de gens vont à Leigh Woods pour mettre fin à leur jour. Donc j'espérais peut-être aider cette personne, mais comme vous l'avez deviné, il n'y avait personne et les pleurs se sont arrêtés. Un peu troublé, je me suis simplement retourné lentement et j'ai recommencé à marcher, un peu plus vite, car j'étais mal à l'aise à ce moment-là. J'ai déjà vécu des expériences paranormales, mais jamais en forêt, seulement en maison ou bâtiment, donc c'était une nouveauté pour moi. Un frisson m'a saisi en marchant, puis 1 minute après, à quelques mètres du lieu des pleurs, cela a recommencé. Mais cette fois, c'était juste en face, de l'autre côté de la rivière. Je n'ai même pas pris la peine de regarder. J'ai commencé à trottiner et en accélérant, j'ai entendu les buissons bouger comme si ça me suivait. En entendant ça, j'ai accéléré. Et les pleurs devenaient de plus en plus hystériques. Gardez à l'esprit que mon vélo allait très bien avant ce moment-là. Je me suis dit, tant pis, je me casse. Je suis monté sur mon vélo, porté par l'adrénaline qui me traversait. Et je me suis presque arrêté brusquement. Le pneu arrière de mon vélo était complètement à plat. Je n'avais donc pas d'autre choix que de sprinter avec mon vélo et de prier pour ne pas trébucher ou devoir le jeter pour courir plus vite. Avec la personne en pleurs toujours près de moi et qui me suivait, je courais de plus en plus vite en priant simplement de sortir de ce chemin sur lequel j'étais. J'avais cette envie de pleurer, parce que je ne pouvais rien faire pour aider la situation ou en sortir plus vite. Puis, après ce qui m'a semblé être 1 heure, mais qui en réalité n'a probablement duré que 5 à 10 minutes, j'ai pu voir le parking. Les pleurs ont cessé en m'approchant, puis repris là où je les avais d'abord entendus. J'ai couru très vite sur le parking. Je devais être blanc comme un linge et complètement hystérique avec ma respiration haletante, car plusieurs personnes sur le parking se sont retournées pour me regarder comme si j'étais fou. J'ai vu le panneau de sortie du parking et j'ai couru vers lui, remarquant que mon vélo avançait bien plus facilement, en m'approchant de la sortie du parking. Je n'en revenais pas. Mon pneu de vélo avait soudainement retrouvé tout son air. Il était à nouveau solide, comme avant les histoires troublantes de la personne en pleurs. J'ai sauté sur mon vélo et j'ai quitté Leigh Woods aussi vite que possible, et je n'y suis jamais retourné depuis, car chaque personne à qui je raconte cette histoire devient réticente à y aller avec moi, ou n'importe quelle autre personne. Ce qui rend cela effrayant, du moins pour moi, c'est que j'ai des origines irlandaises. Le folklore irlandais mentionne la Banshee, une femme démon. On la voit près des rivières, lacs ou dans les bois laver du sang sur des vêtements. On dit que si vous la voyez laver le sang sur des vêtements, la personne à qui appartiennent ces vêtements mourra. Sinon, si vous l'entendez pleurer, cela signifie la mort. Je ne me souviens pas exactement de la signification des morts, mais cela peut vouloir dire que vous ou un être cher allez mourir. Depuis 2017, j'ai perdu ma tante, 2 de mes meilleurs amis et un chien. Leigh Woods, ce n'est pas une blague. De nombreuses histoires sont également venues de Leigh Woods. Vous pouvez lire des informations à leur sujet en ligne. Cherchez Leigh Woods Bristol Haunting. Selon Iggy Pop, c'est le 87e lieu le plus hanté du Royaume-Uni. C'était un lieu prisé à Bristol pour ceux qui mettaient fin à leur jour. Même le fantôme d'Isambard Kingdom Brunel a été aperçu là-bas, regardant le pont suspendu qu'il a conçu. Je pensais partager quelques histoires que j'ai entendues de la mère de mon ex-petite amie que je trouvais vraiment fascinante. Nous venons tous de la même réserve, donc je peux bien expliquer le décor. En gros, il y a cette route de campagne qui part de la réserve et s'enfonce profondément dans la forêt jusqu'à ce que tu arrives dans une autre ville. Mais ce tronçon de chemin de terre dure environ 45 minutes. Je crois que c'était une ancienne route de bûcheron, mais on l'appelle juste la limite, et on utilise cette zone de forêt pour camper, pêcher, faire de la motoneige, du quad et ce genre de choses. C'est aussi une route tranquille à parcourir avec tes amis. Si tu viens d'une petite ville, tu sais comment c'est. Elle a eu 2 expériences de paranormal sur cette route en particulier, ce qui n'est pas totalement inhabituel.
Mon père a aussi vécu une expérience ici. En fait, cette route est connue pour toutes sortes de choses étranges. Mais ça va. Personne n'en a peur, et je la prends pour aller regarder de beaux couchers de soleil. C'est tranquille. La première histoire évoque une boucle temporelle étrange. Elle et sa cousine descendaient avant cette route pour aller chercher de l'eau, puisqu'il y avait aussi une source naturelle dans le coin. Sur le chemin du retour, leur voiture cale et refuse de redémarrer. Ça s'est passé dans les années 80, donc il n'y avait pas de téléphone portable pour appeler à l'aide, alors elles ont commencé à marcher. Elles étaient vraiment proches et il restait beaucoup de lumière, donc tout allait bien. Mais alors qu'elles marchent, elles voient une autre voiture arrêtée au loin. Elles pensent « super, on va faire le trajet avec eux ». Mais en s'en approchant, elles voient normalement que c'est la même marque et le même modèle que leur voiture. Elles s'approchent et réalisent que c'est leur voiture. Ils sont perdus, mais ils peuvent confirmer sans doute que c'est leur voiture en regardant par les fenêtres. Le pull qu'elle a laissé à l'arrière, la canette vide que sa cousine buvait. Tout à l'intérieur était exactement comme ils l'avaient laissé. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils n'avaient même pas quitté la route de terre ni marché assez loin pour atteindre un autre sentier ou bifurquer. Ils trouvaient ça étrange, mais se sont dit qu'ils devaient tout simplement continuer à marcher, car c'était tout ce qu'ils pouvaient en faire. Ils ont continué et effectivement, un peu plus loin sur la route, il y a une voiture garée exactement comme avant. Cette fois, ils paniquent complètement, ils courent et c'est encore leur voiture. Sa cousine prend un bâton dans les bois et le pose sur le capot, disant que s'ils continuent à marcher et que cela se reproduit, ils sauront si le bâton a bougé. Ils repartent et ça recommence. Cette fois, le bâton a disparu. Elle a décrit une peur que la boucle se répète sans fin, mais ce n'était pas le cas. La fois suivante sur la route, ils ont compris qu'ils pouvaient aller plus loin et ont finalement rejoint la réserve. Ils ont reçu de l'aide et remorqué la voiture sans jamais comprendre ce qui s'était passé. Elle n'a aucune idée de pourquoi le bâton qu'ils avaient clairement laissé sur le capot de la voiture a disparu. Ils n'ont vraiment aucune idée, et moi non plus. La deuxième histoire concerne une observation d'objets volants non identifiés qu'elle a eue avec des amis sur cette même route. Cela s'est produit des années après le premier incident, sans doute au début des années 90 pendant l'été. Elle et ses amis faisaient un tour en voiture, buvaient quelques bières, pas le conducteur bien sûr, et écoutaient de la musique. L'un de leurs amis a fait remarquer qu'il devait y avoir un quad dans les bois, parce que c'est étrange vu qu'il n'y a pas de sentier là-bas. Il regarde pour voir de quoi il parle, et tout ce qu'on voit, ce sont ces lumières blanches qui émanent du fond des bois. On peut voir qu'il y a une source de lumière, mais on ne peut pas voir l'objet lui-même à travers les arbres. Le conducteur ralentit et baisse la musique. Elle a décrit qu'il n'y avait rien de trop inquiétant dans ce qu'il voyait à ce moment-là, mais il sentait que quelque chose n'allait pas. Et elle a dit que tout le monde l'a ressenti, parce qu'ils se sont tous tus en regardant par les fenêtres, qui étaient grandes ouvertes. Quand tout est devenu silencieux, ils ont pu entendre un bourdonnement sourd. Elle avait du mal à décrire ce bourdonnement, seulement que c'était un bourdonnement très grave. Mais cela ressemblait presque à un sifflement dans les oreilles. Ils l'ont tous entendu. Ils sont restés silencieux en regardant les lumières, puis, quoi que ce soit, cela s'est envolé directement dans le ciel et ils ont dit avoir vu un objet volant non identifié. C'était il y a tellement longtemps, j'aimerais pouvoir en dire plus, mais elle a précisé qu'au moment où il a filé dans le ciel, il a changé en toutes sortes de couleurs qui semblaient tourner autour de l'appareil. Il s'est immobilisé au-dessus des arbres quelques secondes, puis est parti vers l'horizon, les lumières changeant à nouveau. Et c'est tout. C'est aussi étrange que l'expérience de chacun sur cette route soit tellement différente. Il y a quelques témoignages d'observations de créatures issues de notre folklore algonquin. On trouve des témoignages de Bigfoot, d'objets volants non identifiés la boucle temporelle, et d'autres amis ont simplement entendu un chant effrayant qui se rapprochait. Nous venons aussi d'apprendre que toute notre réserve est située sur un énorme gisement d'uranium, apparemment le plus grand de notre province, mais je n'en suis pas sûr.
Les compagnies minières nucléaires tentent toujours de construire des mines, mais nous refusons. Je me demande si ça a un rapport parce que la quantité de phénomènes paranormaux qui se passent ici est vraiment folle. C'est arrivé en 2011. Je vis vraiment près de James Herried. C'est une zone de faune commémorative de plus de 3000 acres. C'est un endroit populaire pour la pêche parce qu'il y a environ 12 petits lacs. La randonnée car il y a de nombreux sentiers de randonnée qui traversent toute la zone, tous offrent des randonnées ou balades faciles dans la nature. C'est un endroit populaire pour les photographes qui veulent faire des portraits et pendant la saison de la chasse, c'est un lieu prisé pour la chasse à l'arc. Je suis un photographe amateur. Je fais des portraits comme activité secondaire. J'aime pêcher et j'aime aussi faire de la randonnée. Donc c'est en gros un de mes endroits préférés et j'y viens souvent. Je me suis lancé dans la photo de portrait en faisant des photos scolaires, de couples, etc. à cet endroit. Il y a des champs avec de hautes herbes, de superbes couleurs, en automne, des quais et des changements de décor facilement accessibles. C'est en gros une véritable mine d'or pour la photographie. Je fais toujours de la photographie, mais je suis beaucoup plus connu maintenant, et évidemment bien meilleur qu'à l'époque. J'utilise toujours James Herried comme lieu principal pour tout. Les troupes de scouts passent aussi par la région lors de randonnées nature et autres activités du genre. C'est un lieu très populaire. À l'été 2011, le corps d'un jeune homme de 19 ans a été retrouvé dans le parc animalier. On appelle ça un parc animalier, mais il n'y a que des cerfs, poissons, serpents, écureuils et grues. Je n'y ai jamais vu autre chose, et j'y suis allé plus de fois que tu ne pourrais compter. L'histoire du corps de ce gamin a été brièvement mentionnée dans les journaux, mais connaissant bien la région, cela m'a interpellé. Le reportage était déconcertant. Selon le reportage, le gamin avait fait la fête avec des amis, il a fait une overdose pendant la soirée, et c'est là que l'histoire devient floue. Ses amis disent qu'il est parti errer sans savoir où il allait. Sa mère pense, sans raison claire, et c'est la version que les médias ont retenue, qu'il a fait une overdose à cette fête, et que ses amis ont abandonné son corps dans la réserve naturelle au beau milieu de la nuit. Ces deux scénarios sont pratiquement impossibles, et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. L'article mentionnait près de quel lac son corps a été retrouvé. C'était le lac Bordarc, qui est pratiquement le lac le plus éloigné de l'entrée du parc auquel on puisse accéder. Pour atteindre ce lac en particulier, il faut emprunter une route goudronnée d'environ 1,5 miles qui n'a pas été entretenue depuis au moins 2 décennies. La route est truffée de nids de poules qui sont de véritables tueurs de voitures. Si vous ignorez leur emplacement, roulez lentement sur cette route. Franchir ces trous sans un pick-up pleine grandeur risque d'endommager pneus et jantes. Je l'ai parcouru tellement de fois que je connais les nids de poules par cœur et je peux conduire normalement en zigzagant entre eux quand ils apparaissent. Mais dans l'obscurité de la nuit, ce serait difficile, surtout pour des adolescents ivres ou défoncés. Mais cela en soi n'est pas impossible à faire. 3 portails séparent l'entrée du lieu où son corps a été retrouvé. Un juste à l'entrée de l'allée menant au parc, qui est l'un des grands portails en acier battant. Le portail suivant se trouve juste après cela. Pour arriver à Bordarc, il faut tourner immédiatement à droite après le centre des visiteurs, et c'est là que vous tombez sur la clôture grillagée de 3 mètres de haut, destinée à garder les cerfs dans la zone faunique. La clôture fait tout le tour de la réserve car elle est juste à côté d'une autoroute, et ils veulent s'assurer que les cerfs restent à l'intérieur pendant la saison de chasse. Il faut passer par une deuxième clôture grillagée qui est cadenassée chaque nuit. Le parc ouvre et ferme au lever et coucher du soleil. Après avoir franchi ce portail, vous prenez la route goudronnée mentionnée précédemment. En 3 minutes, vous atteignez leur poste de garde forestier, en réalité un grand parking. Ensuite, vous franchissez une autre grande clôture fermée par une chaîne. Une fois ce portail passé, vous pouvez rejoindre le lac Bordarc en toute tranquillité. Le sentier près de Bordarc est très pittoresque et je l'ai souvent utilisé pour des séances photos. C'est aussi une belle promenade en pleine nature.
Donc le lendemain, ma petite amie et moi avons décidé d'aller voir, pour voir si nous pouvions trouver l'endroit où ils ont trouvé le corps. Je sais, c'est irrespectueux, mais on allait y aller de toute façon, alors pourquoi pas? On a trouvé où ils ont découvert le corps, le ruban de police était encore là et l'accès est vraiment difficile. Pour atteindre l'endroit où le corps a été trouvé, il faut débuter sur le sentier près de Beaudarc, marcher 5 minutes, quitter le chemin, traverser arbres et broussailles, descendre une pente raide d'environ 6 mètres, puis traverser le ruisseau. Le ruisseau, profond d'environ 1 à 1,20 m, était assez haut et l'eau coulait lentement. La seule raison pour laquelle nous savions où nous allions, c'est parce que le sentier d'origine était assez élevé pour que nous puissions voir à travers les arbres et nous avons aperçu un reflet du ruban jaune de signalisation au loin. Lors de la randonnée, nous portions chacun des chaussures de randonnée Vibram qui résistaient en bien à l'eau. Oui, celles avec les orteils, mais l'eau était quand même profonde et nous n'avions pas particulièrement envie de nager. Nous avons marché en amont jusqu'à trouver un endroit assez étroit pour sauter de l'autre côté. Attention, nous avons marché en amont environ 10 minutes avant de trouver cela, puis sommes redescendus le long du ruisseau jusqu'à l'endroit où nous aurions pu suivre le ruban de signalisation que nous ne voyions plus, même étant à son niveau. Après plusieurs minutes à traverser une forêt dense et des broussailles, nous sommes enfin arrivés au deuxième ruisseau, près de la zone marquée par le ruban de la police. La zone réellement délimitée par le ruban était assez petite, donc nous avons pu déterminer assez précisément où leur corps avait été retrouvé. C'était sur des rochers de l'autre côté du ruisseau. Nous n'avons pas traversé le ruisseau parce que nous l'avions trouvé, et cela suffisait. Il n'y avait rien à voir. Nous étions passés d'une promenade en nature de classe 0 à classe 2, voire 3 pour y arriver. Il n'y avait absolument aucune possibilité qu'un groupe d'adolescents ivres puisse transporter un corps humain aussi loin dans la nature en pleine nuit. Après avoir contourné les 3 portails, jamais signalés comme forcés. Ce gamin était vraiment loin des sentiers battus et se trouvait littéralement en plein milieu de la nature sauvage. L'isolement a fait que son corps est resté plusieurs jours sans être découvert. J'ai fait beaucoup de randonnées et même complètement sobre en plein milieu de la journée. C'était vraiment difficile d'y accéder. Il est tout aussi improbable qu'il ait quitté une fête la nuit pour se retrouver là-bas. Il y a des maisons le long de l'autoroute en face de James Herried, dont la plupart sont des fermes. Et si vous parcourez quelques kilomètres sur cette autoroute, vous trouverez une zone résidentielle. Mais l'idée qu'il se soit perdu, éthéré sur plusieurs kilomètres, franchi 2 clôtures de 3 mètres, marché sur une route à peine goudronnée, traverser 2 ruisseaux puis décider de faire une overdose en pleine forêt est tout aussi, voire plus, improbable. Alors qu'est-il arrivé à lui? Je ne sais pas. Je pense qu'il est plus probable qu'il soit allé dans la forêt pendant les heures d'ouverture, ayant tous pris de la drogue et l'ayant laissé là où il est mort. Mais quand même, c'est exagéré. Je ne peux pas vous dire à quel point il est difficile d'accéder à cet endroit. Bref, nous avons donc commencé notre repli vers le vrai sentier, en grimpant à travers les arbres et les broussailles, ce qui était maintenant nettement plus difficile parce que nous montions en direction du premier ruisseau. Ensuite, une pente raide obligeait à s'agripper aux arbres, trouver de bons appuis et faire preuve d'esprit d'équipe. Mais avant d'aller aussi loin, nous avons dû remonter le ruisseau pour atteindre l'endroit où nous pouvions le traverser d'un bond. Et c'est là que les choses de se sont devenues étranges. Alors que nous suivions le ruisseau, nous nous sommes arrêtés net, car un homme d'âge moyen en costume cravate marchait simplement dans le ruisseau. C'était un grand type. L'eau lui montait jusqu'à la poitrine. Il portait une chemise blanche, une veste et une cravate noire, tenant une mallette flottant derrière lui. Il marchait en descendant le courant, donc il venait directement vers nous, mais il ne nous prêtait aucune attention. Nous nous sommes arrêtés, avons fixé le type, puis échangé un regard comme pour dire « quoi ?», reculant alors qu'il s'approchait. Il est passé sans un mot ni regard. Chauve, blanc, autour de 45 ans, large d'épaules, il affichait une expression vide, l'air épuisé, avec de grands cernes et des yeux éteints. Sa bouche entr'ouverte, son regard vitreux, il semblait mort à l'intérieur. Il est à noter qu'il était sec à partir de la poitrine, comme s'il venait juste d'entrer dans l'eau et avait commencé à marcher en descendant le courant. Il avançait lentement, tout droit dans le ruisseau.
Nous sommes restés là, silencieux, à regarder le ciel jusqu'à ce qu'il passe, puis l'arrière de sa tête alors qu'il avançait. Il aurait facilement pu sortir de l'eau à n'importe quel moment, la berge n'était pas difficile, mais il a simplement continué à avancer dans le ruisseau. Alors, nous avons avancé beaucoup plus vite que ce qui était prudent, courant le long du ruisseau pour sauter de l'autre côté, et retourner sur le sentier jusqu'à notre voiture, où nous sommes déjà partis en trombe et avons immédiatement commencé à nous demander l'un à l'autre ce que c'était que ce truc. Nous avons tenté d'expliquer notre expérience à nos amis, mais ils n'ont pas compris à quel point c'était étrange. Je ne pense même pas pouvoir trouver les mots pour vous donner le contexte nécessaire, afin de vous faire ressentir à quel point c'était inquiétant. C'était complètement silencieux dans la forêt, ou du moins, c'est l'impression que ça donnait. Tout ce qu'on entendait, c'était lui qui pataugeait dans l'eau alors qu'il descendait lentement le cours d'eau vers on ne sait où. Je m'attendais à lire qu'on avait retrouvé un autre corps, comme si ce type allait se suicider dans la forêt ou quelque chose comme ça, mais aucun article de ce genre n'est jamais paru. Mais l'aura qu'il dégageait, franchement, mec, je n'arrive pas à expliquer ce que ça nous a fait de le voir. C'était une angoisse écrasante, de la confusion et de la terreur. Je ne sais même pas comment mettre en mots toutes les émotions qu'on ressentait, et on était tous les deux d'accord pour dire qu'il n'y a pas de mots pour ça. C'était un sentiment étranger, et je n'ai pas d'autres expériences étranges à part celle-là. Je vous demande, auditeurs, selon vous, qu'a-t-on bien pu croiser ? Je sais que je n'ai probablement pas besoin de raconter tout le contexte autour du cadavre, mais c'est une affaire étrange à laquelle les habitants pensent qu'on n'a pas vraiment répondu, parce que toute personne familière avec la région et l'endroit vous dira exactement ce que je viens de dire. Les deux versions sur notre arrivée étaient impossibles. Alors, est-ce que le corps et l'homme d'affaires étaient liés ? Qui sait ? Avons-nous trouvé autre chose en cherchant l'endroit ? Qui crois-tu que c'était ? J'aimerais te dire que c'est juste un type au hasard marchant en costume dans un ruisseau d'eau sale, car il s'est déjà passé des choses étranges. Mais je n'arrive pas à me débarrasser de la sensation que ce type dégageait. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vis dans une petite ville sud-africaine. Près de ma ville, il y a un grand bois, et depuis l'apparition du coronavirus, je ne suis pas allé dans les bois depuis longtemps. Jusqu'à hier. Alors mon ami m'a appelé pour me demander si je voulais le rejoindre, lui et quelques autres copains, pour jouer une partie de paintball dans les bois, et évidemment j'étais partant. J'ai pris mon équipement de paintball et mon lanceur, puis je suis parti chez mon pote. Nous étions 6, Chase, Liam, Matt, Joey, Stephen et moi. Nous sommes partis vers la forêt avec quelques arrêts pour l'essence et le gaz des lanceurs de paintball. Quand nous sommes enfin arrivés dans la forêt, nous avons garé les voitures, enfilé notre équipement et nous nous sommes aventurés dans la forêt pour trouver l'endroit parfait pour faire du paintball. Finalement, nous nous sommes enfoncés assez loin et avons trouvé un endroit avec suffisamment de cachettes et d'espace pour jouer une bonne partie de capture du drapeau. Nous avons joué quelques parties et, comme c'était l'hiver, la nuit est tombée vite. Heureusement, nous avions apporté nos lampes de poche. Nous avons donc tenté de jouer de nuit, ce qui est très difficile en forêt. À un moment, Joey et moi avons pris une pause car nous étions fatigués, tandis que les autres jouaient non plus loin. Pendant qu'on se détendait, j'étais en train de rouler un joint et Joey est allé pisser à quelques mètres de moi. Pendant que j'étais occupé à rouler, j'avais la lampe de poche pointée vers moi puisqu'il n'y avait aucune autre lumière pour me permettre de voir ce que je faisais et ce qu'il y avait autour de moi. Il faisait complètement noir. Je ne pouvais même pas voir à 2 mètres devant moi tellement il faisait sombre. J'ai soudain entendu des pas s'approcher, pensant que c'était Joey, mais j'ai vite constaté qu'aucune lumière de sa lampe de poche n'apparaissait. Alors maintenant je suis plus vigilant mais toujours détendu, en pensant qu'il essaie peut-être de me faire une blague ou quelque chose comme ça. Mais les pas se sont arrêtés à quelques mètres de moi. J'ai levé ma lampe torche vers la source des pas et éclairé la zone, mais je n'ai vu que des buissons et des arbres. J'ai pensé que c'était peut-être Joey caché, prêt à me surprendre. Puis j'ai entendu des pas venant de la direction opposée et quand j'ai regardé, j'ai vu que c'était Joey parce qu'il tenait sa lampe torche. C'est à ce moment-là que je me suis arrêté, j'ai pris ma lampe torche et mon pistolet de paintball et quand Joey m'a rejoint, je lui ai chuchoté « Frère, je crois qu'il y a quelqu'un là-bas ». Joey ne m'a évidemment pas cru et m'a juste dit d'arrêter de faire le bébé.
Mais il a vite regretté d'avoir dit ça parce que j'ai décidé de faire un dernier balayage là où j'avais entendu les pas. Et à ma grande horreur, j'ai vu quelqu'un jeter un coup d'œil et me fixer droit dans les yeux depuis derrière l'arbre, à 10 ou 11 mètres de distance. J'ai crié et quand Joey m'a entendu, il m'a regardé puis a regardé là où l'homme regardait. Et il a aussitôt bondi en ramassant son pistolet de paintball. Nous nous sommes regardés pendant au moins 2 minutes, mais cela m'a semblé une éternité jusqu'à ce que nous sortions de derrière l'arbre. C'était un grand homme d'au moins 1,80 m. Il était sale, on aurait dit qu'il ne s'était pas lavé depuis des années. Il portait un jean large et déchiré et juste une vieille veste bomber sale et zippée. On voyait clairement qu'il était sous influence ou simplement fou et cachait quelque chose de sombre derrière son dos. Que faites-vous dehors par ce temps sombre ? Impossible de lui répondre sous le choc. Joey a commencé à parler, la peur dans la voix. Nous étions justement en train de partir. Mais l'homme secoua la tête et répondit « Non, vous ne partez pas. Vous êtes amis et jouez toujours au jeu. » J'ai senti un frisson me parcourir le dos. On pourrait jouer à un jeu ensemble en attendant tes amis. C'est alors qu'il nous a révélé ce qu'il cachait derrière son dos. Une grande machette. C'est à ce moment que j'ai compris qu'il fallait partir. J'ai pointé mon pistolet de paintball et dit fermement « Par où je tire ?» Même avec seulement 6 ou 7 billes. Joey a fait pareil en visant l'homme, bien que son pistolet soit vide. Il n'a même pas bronché, mais il a fait quelque chose qui, honnêtement, m'a donné la chair de poule. Il a juste souri et a dit « Le jeu commence maintenant ». Et soudain, il s'est précipité sur nous. Alors j'ai dit à Joey de courir pendant que je tirais mes dernières billes de peinture sur lui et heureusement, je l'ai touché à la tête, ce qui l'a fait tomber. C'était notre chance de filer et de retrouver nos autres amis. Dès que nous avons commencé à courir, nous avons de nouveau entendu les bruits de pas. Il gagnait du terrain sur nous, donc on voyait à peine. Nous ne pouvions pas ralentir car nous savions ce qui se passerait. On a continué à sprinter jusqu'à entendre d'autres lanceurs de paintball tirer, ce qui nous a indiqué qu'on était proche. Joey a crié pour attirer l'attention et soudain j'ai entendu un énorme bruit. Joey trébuche et se tord la cheville. Je me suis retourné pour l'aider à se relever et, en le faisant, j'ai vu l'homme courir à toute vitesse vers nous. À ce moment-là, j'ai cru que c'était la fin pour nous, mais notre ami a entendu nos cris et s'est précipité pour nous aider quand il a vu l'homme. Ils ont tous tiré sur lui et il a compris qu'il ne pourrait pas nous affronter tous. Alors il a choisi de faire demi-tour et de disparaître dans les bois. Nous avons aidé Joey à se relever et nous nous sommes bientôt précipités avec nos affaires vers les voitures. Quand nous sommes arrivés chez mon ami, nous avons aidé Joey à soigner sa cheville, et j'ai raconté à mes amis tout ce qui s'était passé, et ils ont tous été effrayés. On peut dire sans risque que la prochaine fois que je serai dans ces bois, je serai plus vigilant. Je reste souvent sceptique face à l'inexplicable. En fait, j'ai déjà partagé des histoires à ce sujet dans le passé, car il m'est arrivé beaucoup de choses inexplicables au cours de ma vie. Quoi qu'il en soit, les bois près de chez moi ici, je les adore, ils ne m'ont jamais dérangé. J'ai été scout pendant 5 ans et je n'ai jamais été effrayé par les bois. J'ai déjà été seul dans les bois et ça n'a jamais posé de problème, mais ces bois-là sont différents. Je ne suis jamais allé dans les bois, mais j'ai déjà été juste à leur lisière. Un jour, j'attendais que la mère de ma copine s'endorme, pour qu'elle puisse sortir en douce pour me rejoindre. Elle m'a demandé d'attendre dans la voiture, près du bois. Quand j'étais là-bas, j'avais l'impression d'être observé et je me sentais très mal à l'aise. Je ne me sentais pas du tout en sécurité. Honnêtement, je ne voulais pas sortir et je vérifiais sans cesse si ma voiture était bien verrouillée. Et je me suis un peu tassé sur mon siège. Ensuite, j'en ai parlé à ma copine. Elle avait déjà évoqué les bois, mais je ne pensais pas qu'il s'agissait de cela. Elle m'a raconté certaines des expériences qu'elle y avait vécues. Je fais confiance à ma petite amie pour ne pas inventer ça. Ce n'est pas son genre, mais je suis plutôt du genre à croire seulement si ça m'arrive ou si j'en suis témoin personnellement. Elle m'a raconté quelques expériences. Une fois, elle était dans sa voiture avec son ex près des bois. Je suis presque sûr que c'était au même endroit que nous. Tous deux ont entendu un cri glaçant. C'était au loin, donc c'était faible. Ça ressemblait à un cri de femme.
Elle l'a entendu plusieurs fois. Elle a aussi vu des silhouettes humanoïdes blanches avec de longs bras. Elle m'a dit qu'elle et certains de ses amis allèrent dans les bois et se laissaient seuls pendant un moment, comme un genre de jeu. À son tour, elle s'est sentie observée et a entendu des feuilles bouger comme si quelque chose bougeait. Ça n'a duré que 5 minutes, puis ses amis sont revenus. À son tour, ils l'ont trouvée recroquevillée, des griffures sur le bras. Elle n'était pas trop profonde. Une fois qu'ils ont trouvé le gars, ils l'ont aidé et se sont dépêchés de sortir des bois. Malgré ces histoires et le fait d'avoir trop peur pour sortir de ma voiture, je n'avais de toute façon aucune raison d'y aller. J'ai envie d'aller enquêter moi-même, mais je n'irai certainement pas seule. Ma copine, elle, en a fini avec ces bois, il n'y a aucune chance qu'elle y retourne un jour. Si jamais je vais dans ces bois, j'enregistrerai ce que je trouve et je le partagerai. Sa maison. Je n'ai pas vu grand-chose se passer en personne. La plupart du temps, c'était par FaceTime, je n'ai vu que quelque chose qu'on a par moi-même. Pour le reste, c'est elle qui me le raconte. On fait des FaceTime tard le soir pour qu'elle dorme, ma présence la détend juste en sachant que je suis là. Un jour, pendant son sommeil, j'ai vu la couverture glisser sur elle. Ce n'était pas elle qui bougeait, la couverture s'est juste retirée lentement d'1 ou 2 centimètres. C'était vraiment flippant. Son téléphone a aussi bougé tout seul pendant mon FaceTime. Une fois, j'ai entendu des tapotements sur son écran et j'ai cru que c'était elle qui le faisait pour me taquiner. Je lui ai demandé d'arrêter car je voulais dormir. J'ai regardé mon téléphone et elle lui tournait le dos, endormie. J'ai vécu ces expériences personnelles. Certaines choses qu'elle m'a dites sont vraiment flippantes, mais je ne suis pas sûr d'y croire. Les choses vraiment effrayantes ont commencé à se produire il y a quelques semaines. Elle est allée chez son père à 3 heures au nord, puis est revenue et a commencé à entendre des bruits de pas courir dans sa chambre tard le soir. Elle entend aussi rires et pleurs. Elle a l'impression d'être observée et d'y voir une petite fille cachée derrière la porte de son placard. Elle a une commode près du placard, laissant un petit espace. C'est là qu'elle dit voir la fille. Ces dernières nuits, elle n'a pas du tout réussi à dormir. Je ne sais pas s'il y a vraiment une fille. Comme je l'ai dit, je ne l'ai pas vue moi-même, mais quoi qu'il se passe, ça l'empêche vraiment de dormir la nuit. J'ai déjà passé la nuit chez elle, pourtant. J'ai entendu frapper aux fenêtres. Elle a un jardin clôturé, et la clôture est l'une de ces grandes clôtures en plastique qui serait assez difficile de la franchir. Le plus effrayant, c'est que les coups frappés arrivent d'où on sait toujours pendant l'heure des sorcières. 3 coups, parfois rapides et parfois plus lents. Elle dit que ça arrive chaque nuit. La seule fois où j'ai vérifié l'heure, il était 3h20, et tout ce que je sais, c'est entre 3 et 4 heures. Impossible que ce soit un arbre ou autre chose de ce genre. Si c'était le cas, un seul coup à 1 heure précise, répété 3 fois, semble improbable. J'espère que rien dans sa chambre ne la suivra. Nous prévoyons de prendre un appartement ensemble en fin d'année. En attendant, peux-tu faire quelque chose pour repousser d'éventuelles énergies ou entités négatives ? J'ai lu que 3 coups sont un signe démoniaque, mais je ne sais pas si c'est vrai. Ou s'il y a quoi que ce soit que nous puissions faire tout court. Je précise aussi que la maison de son père dégage une énergie très sombre. Je ressens bien l'énergie des lieux. Une fois, nous y sommes allés pendant quelques jours en avril. À la maison, nous étions tous deux irritables, mais tout allait au bien dès que nous partions. Elle y est restée un moment avec son ex pendant 1 mois, et cela a causé beaucoup de problèmes. Ils ont fini par se séparer après y être restés un certain temps. Peu de temps après y être restés, nous avons failli nous séparer. Il est aussi important de préciser qu'elle a eu un passé traumatisant, et que beaucoup de choses horribles se sont produites dans cette maison. Aucune comparaison avec la perte d'une vie. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais il se pourrait bien que certaines choses sombres liées à ces événements subsistent encore dans les murs. Donc cette histoire remonte à l'époque où j'étais un idiot de 17 ans, au printemps 2012. Même si cela peut sembler dramatique, cela a eu presque une décennie pour couver dans cette petite boîte dans nos esprits où l'on range les choses qu'il vaut mieux laisser tranquilles. Mon frère et moi passions le week-end avec papa.
Il louait cette maison sympa depuis 3 ans, assez proche du centre pour que je puisse prendre un bus et voir des amis. Mais juste à côté d'une immense forêt appartenant à l'université locale, je pouvais ouvrir la porte coulissante de ma chambre et, si j'en avais envie, descendre une colline, traverser des buissons de mûres et me retrouver sur un sentier en boucle de 5 kilomètres qui longeait le terrain de golf chic que l'université possédait aussi. Maintenant, comme je l'ai dit, j'étais un ado stupide et en tant qu'ado stupide, j'ai décidé que je sortirais la nuit, puisque papa travaillait de nuit, et que personne, ni ma mère, ni Dieu, ni la voisine casse-pied d'à côté ne pouvait m'empêcher de dessiner des images inappropriées sur le terrain de golf et dans les bunkers à 1 heure du matin, si c'est ce que je voulais effectivement. Les bunkers, c'est quelque chose que je ne regrette pas. Donc pendant ces 3 années, c'est exactement ce que j'ai fait. Quand j'étais trop excité pour dormir ou en colère à cause de trucs idiots. D'ado, je sortais par cette porte coulissante une fois que mon frère dormait, je la verrouillais et j'allais dans les bois. C'était très bien, sauf la dernière fois que je l'ai fait. Je suis descendu la colline vers 2 heures du matin et à ce stade, même dans le noir, je savais comment éviter les buissons de mûres sans problème. J'ai mis mes vieux écouteurs pourris et j'ai commencé à marcher. Je n'étais pas super sportif, mais je pouvais sprinter correctement, même si mon asthme me brûlait les poumons presque instantanément. J'adorais être dehors, et je connaissais ces bois comme ma poche, donc j'étais trop confiant quant à ma sécurité. Ce qui, comme vous allez bientôt le voir, était une grosse erreur. Tout était calme pendant peut-être une demi-heure. J'ai traversé le premier long tronçon du terrain de golf et j'ai continué jusqu'à ce que je réalise que la forêt était devenue complètement silencieuse. Même la nuit, à la fin du printemps, dans mon état, les bois sont remplis de bruits d'animaux. Là, je n'entendais rien. Si vous m'aviez dit que mes écouteurs pourris à $1 auraient pu me sauver la vie ce matin-là, j'en aurais ri à en être malade, mais ce signe d'avertissement aurait pu me donner le reste de ma vie. Je me souviens avoir pensé, j'ai regardé trop de films d'horreur, mais mon instinct me disait quand même que quelque chose clochait. Je connaissais un arbre facile à grimper de l'autre côté du pont, au-dessus d'un ruisseau tout proche, et je me suis forcé à continuer. En montant plus haut, je verrais peut-être la raison de ce silence. Puis j'ai entendu des pas sur le gravier, peut-être à une 50aine de mètres derrière moi. J'ai décidé de ne pas attendre. J'ai accéléré le pas et j'ai entendu un aboiement sec de merde en prenant le virage à toute vitesse. Les broussailles formaient un rideau épais de ce côté-là, mais même si j'avais pu regarder à travers, tu n'aurais pas pu me convaincre de faire quoi que ce soit. Le pont était en vieux bois, marquant l'endroit où la forêt s'ouvrait sur une prairie et un terrain de golf sur le côté. Celui vers lequel je fonçais, clatrant les planches résonnément sous mes pas quand je suis passé, c'était si bruyant et mon cœur battait encore plus fort. J'ai entendu du gravier derrière, près de ce virage, et à ce jour je ne sais pas pourquoi je me suis jeté de l'autre côté du poteau et sous ce pont. Je me souviens de la boue d'argile rouge, amortissant ma chute dans un bruit sourd. Les pluies de printemps avaient transformé le ruisseau en une rivière bruyante. Je me suis extirpé de là, me glissant à l'aveuglette sous le bois, alors qu'il descendait vers la berge, parmi les échardes et les araignées, priant Dieu, n'importe lequel qui pourrait m'entendre, pour que je sois bien caché. J'ai entendu des pas marteler de l'autre côté du pont, puis au-dessus de moi. J'ai plaqué une main sale sur ma bouche et tenté de respirer profondément, lentement et sans bruit. Ils étaient en juste là, le bois pesant au-dessus de ma tête, tandis que la boue collait mon t-shirt fin et ma queue de cheval à mon dos. Les mots que j'ai entendus ensuite étaient un brouhaha, mais j'ai entendu où est passée cette idiote de fille, encore et encore. Je me souviens avoir eu envie de laisser échapper d'abord un rire aigu et hystérique. Je n'étais pas si rapide, c'était la voix d'un jeune homme. Mais il y avait quelque chose de faux et de décalé dans sa voix. J'avais envie de rire tellement fort.
J'avais reçu mes lettres d'acceptation à l'université 2 mois plus tôt et j'avais enfin mis de l'ordre dans ma vie après une adolescence pourrie. Et là, j'avais peur d'un idiot qui n'était même pas capable de comprendre qu'il était évident que je ne pouvais pas avoir disparu aussi vite sur une aussi grande distance. Il commençait à repartir dans la direction d'où il venait. Ça ressemblait à une mauvaise blague. Le reste est sans intérêt. Il est parti et je me suis caché jusqu'à ce que le soleil commence à tout griser dans la lumière du matin. J'ai déplié mes membres engourdis et j'ai suivi l'eau au-delà des bois jusqu'à une route principale. J'ai titubé sur les trottoirs jusqu'à la maison de mon père pendant presque 1 heure, sursautant à chaque ombre. Mon frère dormait encore quand je suis rentré. Les chiens étaient cantés sur mon lit, réclamant des caresses. Mon père sont rentrés alors que j'étais sous la douche. Il avait préparé du café quand je suis sorti en titubant, et je ne pleurais pas dans mon peignoir trop duveteux quand il m'a tendu une grande tasse et est allé prendre sa douche. Mais je n'y suis jamais retourné après la tombée de la nuit. Je me considère chanceux. J'aime toujours la nature et les forêts, car cela aurait pu gâcher une passion de toujours. Je ne m'écoute toujours jamais les 2 écouteurs quand je marche ou que je fais de la randonnée, même aujourd'hui. Je suis toujours un peu inquiet quand il fait trop silencieux. Alors, à l'homme qui était dans les bois, attendant quelqu'un, peut-être moi, peut-être quelqu'un d'autre, ne nous rencontrons plus jamais sans fait. Je me demande si quelqu'un a déjà vécu une expérience similaire ou sait ce que c'est, parce que cette chose a été une énorme partie de ma vie en grandissant. Pendant des années, je me suis senti fou et j'ai juste accepté que je voyais des choses. Jusqu'à ce que je tombe sur quelques autres personnes qui affirmaient en avoir vécu des choses similaires à moi. J'étais un enfant très anxieux, l'aîné de 3, avec une dynamique familiale vraiment malsaine et malheureuse jusqu'à ce que je parte de la maison. Chaque nuit, un lourd sentiment d'angoisse s'abattait sur la maison et j'avais de gros problèmes sabotiques pour dormir. Quand je finissais par m'endormir, c'était un sommeil agité, plein de cauchemars et de paralysie du sommeil, ce qui m'arrive encore souvent. Un peu de contexte. Vers 12 ans, j'ai commencé à me réveiller chaque nuit à 3 heures, croyant que la pièce s'était illuminée d'un éclair. J'ai simplement mis ça sur le compte d'une voiture qui passait et dont les phares traversaient la fenêtre. Après quelques mois, je me réveillais toujours à 3 heures du matin, mais avant l'éclair blanc, c'était comme une traînée de foudre déchiquetée traversant le plafond, une lumière aveuglante qui illuminait toute la pièce. Et ça me faisait voir des taches, ça me terrifiait avant. Il y avait toujours ce sentiment de peur lourde et d'effroi qui montait quand ça arrivait, alors j'avais l'habitude de rester aussi immobile que possible et d'essayer de dormir, ou au moins de faire semblant. Ça a duré des années. Je n'ai jamais réussi à ne plus avoir peur. Je m'y suis habitué et lui ai donné un nom. Un jour, quand j'avais 16 ans, ma mère est venue jeter un coup d'œil dans ma chambre parce qu'elle en avait assez de me voir tout le temps fatigué et anxieux. C'est une toute petite chambre, donc ça n'a pas pris longtemps, et il n'y avait absolument rien là-bas. Elle avait allé prendre une douche et elle était seule dans le couloir, avec ce sentiment d'angoisse qui revenait. J'ai choisi d'aller dans ma chambre puisqu'il faisait jour. Que pouvait-il se passer ? Alors je suis entré, je me suis figé là-dedans. Tout était complètement silencieux. Et la lumière blanche a explosé de nulle part, au milieu de ma chambre, juste devant mon visage. Bien plus éclatante que la lumière déjà présente dans la pièce, et plus ramifiée que jamais auparavant, un peu comme de grands doigts d'éclair. Elle m'a entouré pendant 1 seconde. Puis elle s'est rétractée vers l'endroit d'où elle était venue. Inutile de dire que j'ai complètement perdu la tête et j'ai eu une crise de panique digne du projet Blair Witch avec des sanglots et tout le reste. Ma mère et moi avons fait un tour en voiture après, je n'ai jamais revu une si grande lumière depuis. Parfois, j'aperçois un petit éclair, mais c'est très rare. Il y a environ 1 an, dans un bar où je travaille, on échangeait quelques histoires autour d'un verre après la fermeture. J'ai raconté cette histoire et l'une de mes collègues prudemment m'a dit que ça s'appelait la foudre domestique. C'est quelque chose de courant, en Lettonie, d'où elle vient. Mon patron a aussi dit qu'il avait vu à peu près le même éclair dans une forêt il y a quelques décennies qui, soit dit en passant, se trouve juste de l'autre côté de la route d'où j'ai grandi. Est-ce que ça pourrait être lié ?
Quelqu'un a-t-il vu quelque chose de similaire ou sait-il ce que ça pourrait être? J'accepte complètement la possibilité que cela ait pu être quelque chose de psychologique, mais je suis curieux puisque d'autres personnes l'ont vu aussi, et je n'ai rien pu trouver à ce sujet en ligne. Cette histoire s'est déroulée juste avant le confinement, mais je viens seulement de la partager car j'ignore toujours ce qui s'est passé. Cela s'est passé dans le West Yorkshire au Royaume-Uni. C'est arrivé dans les bois, à 10 minutes de chez moi, début mars. Mes amis et moi étions tous libres un week-end, et nous avons décidé d'aller dans une grande zone plate dans les bois, près de la rivière. Vers 15 heures, je retrouve mes amis, Wilma, Sarah, Barbara et Claire. Au bout d'environ 20 minutes, Barbara commence à faire une légère crise de panique et s'enfonce dans les bois pour se calmer sans nous dire où elle va. Elle n'est pas revenue après une demi-heure, donc nous sommes tous un peu inquiets, alors Claire et moi décidons d'essayer de la retrouver. Nous sommes allés où il y avait du réseau et avons tenté de l'appeler sans réponse. Après quelques minutes, elle a dit à Claire qu'elle allait bien mais qu'elle rentrerait peut-être chez elle. Claire et moi retournons là où se trouvent Wilma et Sarah, et en approchant, nous les voyons sur la gauche de la zone plate, près d'un endroit qui longe la rivière. La zone était boueuse à cause de la pluie de la veille. Nous courons vers elles pour demander ce qu'elles font quand Wilma nous dit avoir entendu un fort gémissement derrière des arbres. La zone le long de la rivière est sans couverte de feuillage et d'arbres, et nous sommes tous assez effrayés, jusqu'à ce que Claire dise que ça pourrait être Barbara qui essaie de nous jouer un tour. Nous pensons aussi que c'est cette option, mais Sarah et moi avons choisi d'essayer de voir ce que c'est. Nous commençons à marcher le long de la rivière et nous arrivons sur le sentier qui est légèrement boueux à cause de la pluie, ce qui veut dire qu'on peut voir des traces fraîches dans la boue. Malheureusement, Sarah avait déjà marché dessus lorsque nous avons vu les empreintes, donc il était impossible de savoir si ce n'était tant pas les siennes accidentellement. Nous restons tous les deux sur les côtés du sentier, là où c'est plus solide, et après environ 2 minutes de marche, nous arrivons à un arbre tombé où le sentier se divise autour de lui. Nous avons vu des empreintes de pas dans le sentier boueux et, en regardant de plus près, aussi des empreintes de mains. Elles semblaient assez récentes. Nous avons pensé que cela pouvait simplement être une personne, mais nous avons décidé de nous accroupir pour mieux regarder. C'est là que nous avons remarqué quelque chose de vraiment étrange. Les empreintes étaient les plus grandes que les nôtres, taille 42 au Royaume-Uni, ce qui voulait dire que ça ne pouvait pas être Barbara, car ses pieds 10 sont plus petits, et les empreintes étaient presque 2 fois moins larges que les miennes. Nous avons vu les empreintes de mains et noté une similitude. Les mains étaient aussi grandes que les nôtres, mais les paumes 2 fois plus courtes et les doigts de taille normale. Nous avons tenté le chemin du haut autour de l'arbre, mais une branche tombée bloquait le passage, alors nous sommes passés par le bas. En contournant par le bas, nous avons constaté que le chemin était fini, mais nous avons aussi aperçu autre chose. Au bout du chemin, l'herbe haute était piétinée et aplatie. C'était manifestement récent, alors là on commençait vraiment à paniquer. Nous avons suivi l'herbe piétinée jusqu'à un endroit où le feuillage écrasé montait droit sur une colline escarpée couverte d'arbres et de buissons. Nous avons décidé qu'il n'y avait plus rien à faire et sommes repartis vers l'appartement. Nous sommes à environ 7 minutes de là quand nous entendons un fort sifflement, impossible à venir de nos amis vu la distance. Nous sommes secoués et nous nous dépêchons de rentrer. Quand nous revenons, Wilma est la seule que nous voyons tout de suite. Donc nous avons supposé que c'était Claire et Barbara qui avaient sifflé et que Barbara avait peut-être d'une manière ou d'une autre fait les traces. Alors nous courons vers Wilma et lui racontons ce qui s'est passé, quand nous voyons Claire et Barbara, et elles étaient toutes les deux assises là pendant tout le temps où nous étions partis. Après cela, un peu effrayés, nous restons environ une demi-heure avant de partir. Je ne comprends toujours pas pourquoi. Si c'était une vraie personne, elle marcherait pieds nus sur un chemin qui mène à une colline. Voici quelques informations supplémentaires. La boue faisait probablement environ 1 cm de profondeur. Je ne suis pas un expert en pistage, mais je ne pense pas que des empreintes récentes seraient déformées aussi vite s'il n'y avait qu'environ 1 cm de boue. Il avait plu la veille, mais pas le jour même. Ce jour-là, il faisait plutôt chaud et sec, mais les bois étaient encore humides. J'ai essayé de faire des recherches sur les animaux, le folklore et les cryptides de la région, mais je n'ai rien trouvé. Si quelqu'un a une explication à ce que nous avons vu, je lui en serai vraiment reconnaissant. Cela s'est passé il y a presque exactement 3 ans.
Je venais d'avoir 15 ans et en Finlande où je vis, avoir 15 ans est un grand événement pour les adolescents car à cet âge, on peut obtenir un permis de cyclomoteur de 50 cc et ce genre de moto fait vraiment partie de la culture des jeunes ici. Pour faire court, je venais d'avoir mon permis et j'étais à une fête chez un ami. Cet ami à moi venait d'une famille aisée et leur famille possédait un immense terrain, principalement composé de forêts inhabitées et de lacs. Sa maison était au centre de leur terrain, dans un lieu très isolé entouré de forêts. Le village le plus proche se trouvait à au moins 20 decimals de là. Même si j'habitais loin, j'ai tenu à y aller seul avec ma nouvelle mobilette, tellement j'étais excité d'en avoir enfin une. Mes parents étaient évidemment contre cela, mais ils m'ont finalement permis d'y aller moi-même. La fête a duré toute la journée et vers 2 heures du matin, j'ai dû partir. Bien que leur famille soit riche, la seule route qui relie la maison de mon ami à la grande route principale est une longue route mal entretenue et étroite, entourée par la forêt. C'est vraiment inquiétant, surtout la nuit. Cette propriété aurait dû être éclairée, mais à l'époque, pratiquement tous les lampadaires étaient soit cassés, soit renversés par les tempêtes. Je leur avais demandé plusieurs fois pourquoi ils ne s'occupaient pas de la route, mais ils répondaient simplement qu'ils n'étaient pas vraiment intéressés à payer une grosse somme d'argent pour qu'une entreprise vienne refaire toute la route et remplacer chaque lampadaire. Comme il fait déjà complètement noir, la seule chose qui éclaire la route, c'est le petit phare avant de mon scooter, après environ 10 minutes sur la route. J'étais à 5 minutes de la route principale, il faisait donc encore noir. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'un mouvement attire mon regard. J'ai vu une silhouette sortir en courant de la forêt noire et tomber face contre terre au milieu de la route devant moi, avec des branches et des feuilles tendres qui volaient autour d'elle. J'ai freiné brusquement et, heureusement, j'ai évité de percuter la silhouette. Le frein arrière s'est bloqué, alors j'ai fini par tomber et glisser un peu sur la route. Je me suis arrêté et j'ai levé les yeux. Je n'avais que des égratignures et j'ai regardé où la silhouette gisait. Bien sûr, j'ai pensé que c'était un animal comme un orignal ou un cerf, mais j'ai vite réalisé que ce n'était pas le cas. C'était un être humain adulte. Un homme. À ce moment-là, il s'est levé. Nous étions à 3 mètres l'un de l'autre, juste à nous regarder. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Plus troublant encore, cet homme semblait me craindre plus que je ne le craignais. Il avait entre 20 et 30 ans, était petit, mince, avec un visage pâle et des yeux très enfoncés. Si tu vois ce que je veux dire, le visage d'une personne gravement malnutrie. Tu sauras exactement à quoi il ressemblait. Il portait un sweat turquoise sale et un short de basket alors qu'il faisait moins de 5 degrés dehors. Il avait les cheveux blonds en bataille, pleins de débris et de feuilles, et il ne portait pas de chaussures, seulement des chaussettes trempées. À ce moment-là, il tremblait sans arrêt, sursautait et lançait des regards inquiets dans la direction d'où il venait, avec une expression préoccupée sur le visage. Comme s'il était poursuivi ou qu'il savait qu'il y avait quelque chose de mauvais dans la forêt. Je voulais lui dire quelque chose, mais je n'ai rien réussi à sortir, et après un court instant, il m'a regardé droit dans les yeux et a ouvert la bouche. On aurait dit qu'il allait dire quelque chose, mais il s'est vite ravisé, a refermé la bouche et, soudainement, sans prévenir, il a filé vers la forêt sans lampe torche ni aucune source de lumière, disparaissant rapidement. Je suis resté seul un moment, puis j'ai couru relever ma mobilette et roulé vite vers la route principale. Ma mobilette avait de grosses bottes Ulbros Boss, un masque cassé et un pot endommagé, mais restait conduisible. Je suis rentré chez moi et j'ai tenté d'expliquer tout à mes parents, encore tremblants de choc. Ils étaient furieux que j'ai abîmé ma mobilette et ne croyaient pas ce qui s'était passé. Ils pensaient simplement que je faisais l'idiot en essayant de faire des cascades jusqu'à ce que je tombe. Je n'ai pas été privé de sortie, mais ils ne m'ont plus laissé conduire la nuit. Ça m'allait, puisque je ne voulais pas non plus le faire. Toute la semaine suivante, j'ai interrogé tous les participants à la fête et les voisins sur d'éventuelles fêtes inhabituelles. J'ai vérifié les infos pour voir s'il y avait eu un incident grave, une évasion ou un patient en fuite cette nuit-là, mais rien n'a été signalé et personne n'a rien vu.
Je me demande encore qui était cet homme et ce qu'il faisait dans la forêt sans lumière au milieu de la nuit. En fait, je me sens assez mal pour ce type et de ne pas l'avoir aidé parce qu'il avait l'air de ne pas aller très bien. Était-il ivre, défoncé peut-être en plein mauvais trip ou alors en pleine crise psychotique? A-t-il subi des abus ou appartenu à une secte? Je pense que je ne le saurai jamais, mais j'aimerais le savoir. Je vivais autrefois près d'une forêt très connue. On disait qu'elle était hantée, connue sous le nom de forêt noire. Cette forêt est vraiment effrayante et comme tu peux l'imaginer, sombre d'où son nom. J'ai vécu une expérience très effrayante en traversant cette forêt en voiture, ce qui m'a poussé à ne plus jamais revenir dans cette région. Un week-end, j'ai été invité à sortir avec quelques amis, et comme je n'avais rien d'autre à faire, j'ai accepté. Il était 8 ou 9 heures, déjà nuit. Maintenant, il y avait 2 façons d'aller chez mon ami. Soit passer par la forêt noire, soit contourner la forêt et ajouter 20 minutes à mon trajet. D'habitude, j'évite la forêt parce que les routes sont assez déroutantes et je ne voyais pas très bien puisqu'il n'y a pas d'éclairage. Cependant, aujourd'hui, j'étais impatient et j'ai décidé de passer par la forêt. Le trajet jusqu'à la maison de mon ami s'est déroulé sans incident, mais l'obscurité ambiante était vraiment désagréable, pour ne pas dire plus. Je suis resté chez mon ami et suis rentré vers minuit ou 1h du matin. C'est à ce moment-là que j'ai vécu mon expérience. Pendant que je conduisais, je regardais souvent mon système de positionnement global à cause des routes, et je voulais toujours vérifier où j'allais, parce que certaines de ces routes ressemblent à de vraies routes, mais sont juste des allées pour beaucoup de ces maisons. Je ne voulais pas me retrouver coincé dans l'allée de quelqu'un, alors je vérifiais souvent mon système de positionnement global. Donc je conduisais et je me suis arrêté devant un feu rouge, juste sous un lampadaire très faible. Il faisait nuit et j'étais seul sur la route. En arrivant, j'ai eu une sensation très étrange, comme si quelqu'un m'observait. J'ai alors regardé du côté de la porte passager et j'ai vu un homme ressemblant à un zombie lumineux, vêtu de ce que je ne peux décrire que comme des haillons. Il n'avait pas l'air vivant. Sa peau semblait se détacher. Il était très gris et il me fixait simplement du regard. J'ai cru que mon cœur allait exploser tant j'avais peur. Même si le feu était au rouge, j'ai appuyé à fond sur l'accélérateur, mais je voulais voir si la chose qui regardait dans ma voiture était vraiment réelle. Et juste au moment où j'ai traversé le terre-plein central, j'ai regardé en arrière, il n'y avait plus rien et il n'y avait nulle part où il aurait pu aller aussi vite. J'étais terrifié et j'ai roulé jusqu'à la maison en essayant d'éviter tous les feux rouges. C'était juste avant un énorme incendie de forêt. Cette histoire s'est passée il y a un peu plus de 20 ans. À l'époque où j'avais 16 ans, je vivais avec ma mère et mon beau-père dans une région isolée à environ 70 miles à l'ouest de Las Vegas, Nevada. J'étais sorti rendre visite à mon ami, ayant eu la permission de conduire seul pour la première fois de ma vie. Nous avons passé un bon moment à regarder un film et à manger ensemble, jusqu'à ce qu'il soit temps pour moi de rentrer à la maison. Le couvre-feu qu'on m'avait donné était à 10 heures du soir, avec cette chance que si j'avais du retard pour une raison quelconque, je devais trouver une cabine téléphonique et appeler. La nuit enveloppait moi et mon vieux pick-up Chevy 61, car il n'y avait ni lampadaire ni maison sur la majeure partie de mon trajet de retour. En arrivant au premier stop, j'ai vu une vieille berline, fréquente dans la région, arrêtée avec ses feux de détresse. Je me suis arrêté derrière elle et ai attendu tandis qu'un homme d'une trentaine ou quarantaine d'années s'approchait depuis le côté conducteur. Même alors, aucune alerte ne se déclenchait. Étant au milieu du désert de Mojave, il était au courant de venir en aide aux personnes en panne. Les gens rencontrent vite de graves problèmes, comme le manque d'eau après une panne de véhicule ou en ignorant qu'ils sont dans un désert. Certains meurent en quittant l'autoroute, délirants, cherchant de l'aide. J'ai baissé ma vitre quand il est arrivé à ma hauteur et tout ce que je pouvais sentir, c'était l'odeur d'alcool sur lui. Je voyais un autre homme sur le siège passager, car à l'époque, aucun de mes proches n'avait de portable, et la cabine téléphonique la plus proche était à 10 minutes en voiture. Je ne pouvais pas prévenir la police d'un conducteur ivre tout de suite. L'homme m'a expliqué que sa voiture était en panne et m'a demandé si je pouvais les aider.
J'ai demandé si sa voiture était manuelle et s'il connaissait la technique du démarrage poussé. Il a dit oui. J'ai donc accepté de pousser leur voiture avec mon camion aussi doucement que possible pendant qu'ils essayaient de démarrer le moteur. Pour ceux qui ne connaissent pas cette technique, c'est une façon de démarrer une voiture à boîte manuelle qui a des problèmes de batterie ou de démarreur afin de l'emmener quelque part pour la réparer. Je savais que mon camion tiendrait et je ne pensais pas qu'il serait utile de sortir pour pousser leur voiture. Pousser la voiture la démarrer sans problème. Mais c'est là que tout se complique. Ils sortent pour me remercier et m'invitent à traîner avec eux pour s'amuser un peu. Je refuse poliment. Ils se garent sur le côté, je poursuis ma route. Sauf qu'ils commencent à me suivre. Me voilà à 9h50 en retard car je me suis arrêté pour les aider. Il faut admettre que je ne me suis pas laissé beaucoup de marge depuis que j'ai quitté la maison de mon ami. Ces hommes plus âgés, ivres et louches, ont commencé à me suivre sur une route sans éclairage, hormis les pare-feux de ma voiture. Je suis à plus de 10 minutes d'une cabine téléphonique. Je pense être peut-être paranoïaque, alors j'emprunte une route avec des embranchements pour éventuellement revenir en ville. Ou faire le tour jusqu'à la station-service avec une cabine téléphonique. La voiture me suit. Je prends un autre virage qui ne mène qu'à quelques maisons au bout de la route, et ils ont tourné derrière moi. Je prends un autre virage pour faire demi-tour et retourner vers la station, et ils me suivent encore. Donc au moins je savais qu'ils me suivaient et qu'ils ne rentraient pas simplement chez eux. À ce moment-là, mon cœur battait la chamade. J'ai décidé d'essayer quelque chose pour les semer. Je me suis arrêté sur le côté de la route, je les ai vus s'arrêter derrière moi. J'ai attendu que le conducteur sorte de la voiture et commence à marcher vers moi. Son compagnon est aussi sorti et a commencé à marcher vers moi. J'ai attendu qu'il soit presque à mon haillon, puis j'ai appuyé à fond sur l'accélérateur. Mes roues s'enfoncent dans les cailloux et projettent de la poussière, créant un nuage derrière moi. Profitant de l'avance, je vais à la station-service. La station-service est vide, mais la cabine téléphonique, éclairée par les pompes, me permet d'appeler chez moi pour expliquer mon retard. Mon beau-père m'a demandé si l'employé de la station-service était là. J'ai répondu que je ne le voyais pas derrière le comptoir, il devait être à l'arrière. Je n'avais pas de problème, mais on m'a demandé de rentrer vite. Alors, aux deux idiots ivres qui ont voulu embêter le moi de 16 ans lors de ma première nuit à conduire seul, j'espère qu'on ne se recroisera jamais. D'accord.